Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis en compagnie d'Emeric. Bonsoir. Ou bonjour. Ou bonjour, ouais, ou bonne nuit. Si vous Bonne pouvez nous nuit. endormir avec nous dans les oreilles. Il paraît qu'on est là pour... Il paraît qu'on est là pour attaquer la deuxième partie des decks de Commander 2021. Yes. Et qui, voilà, on va attaquer le deck Quandrix aujourd'hui, le deck Plume Argent. Visiblement, il y en a un qui t'enthousiasme un peu plus que l'autre. Hein, Un petit peu. Un tout petit peu. donc voilà. Mais avant toute chose, je tiens à dire qu'on va passer par la phase de pub. Et oui, je sais, ça vous embête, mais c'est important pour nous, malgré tout, de vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram notamment, pour avoir toutes les news de la tour. Et notamment, j'espère que vous avez pu déjà apprécier les premiers, devrais-je dire, 20 in, 20 out, les 20 in, 20 out en français. Les 21, 20 août. 20 août. Voilà, donc ça se passe sur nos différents réseaux sociaux et du coup suivez-nous là-bas si vous voulez voir ça, puisqu'on va évidemment le reproduire avec les decks Quandrix et Plume Argent. Voilà. Donc, Et Flestruffler. Et Flestruffler derrière, oui, il est tout seul, mais au moins pour ceux d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on le fera. Ouais. Non, le Flestruffler, on n'a pas besoin, il est déjà parfait. N'oubliez pas également, vous pouvez nous retrouver sur Twitch. Voilà, donc évidemment, on fait des lives plusieurs fois par semaine. On a la taverne maintenant, on a notre deck building qui va reprendre là après le tournoi de Strixhaven, qu'on a fait pendant beaucoup trop de temps. On a également les games de Commander, Sensationnel Commander, mais également Commander VIP avec des thématiques, enfin bon voilà. Donc venez nous voir en live, et sinon, si vous ne pouvez pas venir, il y a les archives de la tour, notre chaîne secondaire, exprès pour les replays de tous les lives. Voilà. Et bien sûr, vous le savez, mais oui, vous savez de qui je vais parler. Je vais parler des tipeurs. Parce qu'encore une fois, ce sont eux qui nous soutiennent. Alors, ils sont encore une fois très nombreux, très généreux, et du coup ils nous permettent de continuer absolument tous les projets, d'investir dans du matériel. Oui, ça se fait encore. Voilà. Pendant ce temps-là, on est en train de préparer le retour après Covid, enfin quand ça arrivera, des tables de commandement IRL avec du bon matos, tout propre, tout neuf. Voilà, tout ça, c'est les choses qu'on prépare, qui se préparent un petit peu, et surtout grâce aux tipeurs. Et également, je l'ai dit, je l'ai annoncé, mais ça va me permettre de vivre aussi, vu que je vais dédier une partie de mon temps professionnel, maintenant ça va être la tour, voilà, professionnellement. Donc c'est aussi un soutien pour ça, et pour les autres projets qu'on organise. Voilà, donc merci à eux, et si jamais vous voulez les rejoindre, c'est sur Tipeee, et c'est dans la description de la vidéo. Bon, Commander 2021, partie 2, avec 2 nouveaux decks. Alors, du coup, on va commencer avec le deck que tout le monde attendait, Quandrix Quantique. Donc, un magnifique deck bleu-vert qui simique, mais je me cache, voilà. Je pense que Quandrix ne mérite pas son nom depuis le début de cette édition, donc Strixhaven nous l'a bien montré. Donc, on va voir si le deck Commander 2021 va nous donner tort, ou pas. Le commandant de ce deck, c'est Adrix et Neve Jume Mage, difficile à dire, qui coûte 4, dont un vert et un bleu. C'est une 2-2 ondin et sorcier, qui a la parade 2, donc à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité que l'adversaire contrôle, vous contrecarrez ce sort ou cette capacité, à moins que ce joueur ne paye 2. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons sont créés à la place. L'effet est très puissant, on va pas se le cacher. Ça se protège parce que ça a parade 2. Maintenant, c'est... En fait, le truc, c'est que quand tu vas arriver à une table et que les gens vont voir Adrix et Neve, ils savent tout de suite à quoi s'attendre. Vous avez vu, j'ai joué un jeu de jetons, mais... Et il n'y a pas de surprise, en fait. Et du coup, là où Atraxa pouvait dire, moi, soit tu peux jouer marqueur, ou alors tu dis, je vais jouer Super Friends, ou alors tu dis, je vais jouer infection. Là, je vais jouer jeton. C'est écrit dessus. Il y a des commandants qui sont plus larges et du coup qui permettent plus d'ouverture, tu veux dire. Donc, là, Adrix et Neve, c'est jeton et puis jeton, quoi. C'est tout. Je veux dire, on peut pas faire sortir de sa case. C'est ça. Il y aura peu ou pas de surprise à partir du moment où il y aura un consensus sur la liste, sur les listes Adrix et Neve. Ce sera voilà. C'est un énième deck Adrix et Neve. Sinon, je trouve que la carte est plus que correcte. Elle est même très puissante, vu l'effet et le coup de mana qu'on doit investir pour pouvoir la jouer. Elle a sa place à la tête du deck, tout simplement. Après, je pense que en effet, jeton bleu-vert, c'est quand même un truc qu'on a peu vu. Après, ça peut aussi s'intégrer dans certains decks, notamment, il y en a qui en parlaient, mais par exemple les decks ondins, Kumena par exemple, bleu-vert. C'est vrai que, étant donné que Kumena et les decks ondins ont quand même cette tendance à générer pas mal de jetons pour
utiliser les capacités de Kumena, Adrixenev, ça a l'air d'être une inclusion parfaite en fait. Juste Ouais. pour augmenter ce nombre de jetons et aller un peu plus vite. Mhm. Donc, il y a ce côté utilitaire là. Après, c'est vrai qu'à la tête du deck, je suis assez d'accord avec toi. Ça va trop en une seule direction. Si vous voulez monter un deck Adrixenev, ça sera systématiquement la même chose quoi. C'est ça. Après, bon, voilà. Alors, au moment où on enregistre, j'ai pu faire une partie avec le deck, Adrixenev. Et j'étais hypé par le deck. On a fait la partie avec des copains et je suis ultra refroidi par le deck. Ouais. Mais voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et le fait que Adrixenev, on sait à quoi s'attendre direct, ça en fait énormément partie. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. Et Parade, c'est fort. Voilà. Ouais, ça c'est sûr que c'est une capacité. Parade, c'est très fort. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment, vraiment puissant. C'est une défense talismanique qui est downgradée en fait, et juste pour que au moins ils puissent mettre quelque chose qui protège un peu plus les commandants. Donc, j'avoue que j'ai un peu râlé sur le moment où j'ai vu, ah bah attends, le commandant Simic, non, parlons le commandant Quandrix, il a parade, ça fait chier et tout, c'est une capacité vraiment lourde. Et en fait, étant donné qu'ils l'ont mise un peu, pas uniquement dans bleu-vert, mais dans d'autres combinaisons de couleurs aussi, je me suis dit, bon, ok, ça va. C'est pas non plus ultra pété, il y a des parades qui étaient beaucoup plus élevées, hein, on en a parlé dans le deck Prismari. Oui. Parade 8. Ouh. Parade 8, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que du coup ça offre une protection supplémentaire, donc ça c'est intéressant. Ouais. L'autre commandant du deck, c'est Ezix, l'efflorescence fractale. C'est une créature légendaire fractale 4/4, vol pour 4, un vert et un bleu. La première fois que vous devriez créer au moins un jeton pendant chacun de vos tours, vous pouvez à la place choisir une créature autre qu'Ezix, efflorescence fractale, et créer autant de jetons qui sont des copies de cette créature. Ça c'est con. C'est très con parce que du coup, c'est en gros la prochaine fois que vous devriez créer au moins un jeton. Donc si vous en créez par exemple 7 d'un coup, imaginons avec Avenger of Zendikar. Par exemple. Voilà, par exemple, vous pouvez très bien dire, ok, mes jetons qui vont être créés par Avenger of Zendikar, je vais faire en sorte que ça soit des copies de Avenger of Zendikar. C'est bizarre parce qu'on a eu une carte récemment où les gens se sont dit la même chose. Et voilà, et c'est bizarre, hein, mais on pourrait monter un deck Ezix où tu joues uniquement Avenger of Zendikar et tu fais plein d'Avenger of Zendikar. Ouais, waouh. Mais voilà, ça a l'air un peu con quand même, hein, vraiment dans la logique. J'ai l'impression qu'Ezix c'est ce genre de commandant en fait qui va faire n'importe quoi dans certaines situations et ensuite il fait pas grand chose quoi. Ça va être je vais attendre le bon moment, il faut vraiment que je crée beaucoup de jetons en un coup et voilà, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, en fait, mais par contre, le build va être... C'est soit vous allez le jouer un peu à l'arrache et faire « Ah, vous avez vu, là, je fais 3 tokens », ou alors vous allez vouloir optimiser à fond l'effet des X parce que, enfin, on va pas se mentir que de toute façon, Ezix se fera sniper dès que possible sur la table, puisque par essence, on sait que quelqu'un qui va jouer Ezix va vouloir abuser de sa capacité. Évidemment. Et du coup, vous allez essayer de vouloir le jouer de la façon la plus opti possible pour que dès qu'Ezix touche la table, si c'est pas dans le tour, ce sera au tour de quelqu'un d'autre ou à votre prochain tour à vous, que vous allez essayer de faire énormément de bêtises avec. Ouais, on peut imaginer des setups où vous jouez Ezix et puis il y a Orvar, il y a effectivement, comme tu as dit, Avenger of Zendikar, il y a Réflexion Mystique, Maître des Vagues, ça a l'air vraiment bien cassé aussi avec Ezix. Ouais, C'est une carte de matheux, hein, on va pas se mentir, c'est des trucs qui... C'est une carte qui va créer des situations où vous allez vous casser le crâne à essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne vraiment et sans louper le moindre trigger. Le prochain commandant, alors du coup, commandant monocolore exclusif du deck, hein, voilà, je vous le rappelle, c'est Dika, théoricienne fractale, un humain et sorcier 3/3 pour 5 dont un bleu, et elle a la sorcellerie, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 0/0 vert et bleu fractal, mettez X marqueur +1/+1 sur lui, X étant la valeur de mana de ce sort. Et pour 4, un jeton de créature ciblée ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Voilà, 4 dont un bleu. Alors, je précise quand même, parce que c'est bleu. Hein. Je la préfère elle à Talrand en fait. Certes, tes fractales ne volent pas, mais on va dire que dans les couleurs, c'est pas très compliqué en bleu de faire voler des bêtes. Mais c'est surtout qu'en fait, les jetons que tu vas pouvoir créer vont être flexibles, puisqu'ils ils seront égaux à la mana value de la carte que tu vas jouer. Donc en fait, effectivement, je sais plus, mais oui, ça ressemble un peu à Invocation métallurgique, quoi, aussi. Complètement, c'est la carte à laquelle je pensais, voilà. C'est une invocation métallurgique, un peu mieux, parce que du coup, ça inclut également les copies. Le problème, c'est qu'invocation métallurgique, le truc qui était vraiment intéressant, qui faisait que Shark Typhoon était peut-être un peu moins bon,
c'est que en fait tu pouvais surtout sacrifier un moment pour récupérer tes éphémères rituels. Là, t'es plus axé sur le côté jeton, donc du coup je pense que Shark Typhoon sera bien, et Invocation Métallurgique sera bien aussi, avec Dika. Voilà, de bonnes cartes qui vont aller avec, quoi. De toute façon, honnêtement, tous les trucs qui génèrent des jetons quand tu lances des éphémères et des rituels, tu vas le faire, quoi. Talrand, il va rentrer dedans, notre petit Murmuring Mystique, il va rentrer dedans aussi, quoi. L'insecte et horreur de la lune hermétique qui se flippe. Oui, aussi, celui qui fait des sorciers, ouais. Ouais, tu vas faire énormément de tokens différents et attaquer avec, quoi. Ouais. Et en plus, le truc, c'est que du coup, si t'as lui et genre 3-4 autres créatures ou enchantements qui s'occupent de créer des créatures, ça te laisse de la place dans ton deck pour paquer énormément de rituels et d'éphémères qui seront un peu plus impactants, en fait. Mais voilà, encore une fois, c'est une créature légendaire qui fait des choses un peu différentes de ce qu'on connaît déjà, et donc c'est assez facile de se projeter et de l'imaginer dans un deck. La prochaine créature, c'est Ruxa, Professeur Patience. C'est une créature légendaire ours et druide 4/4 pour 2 et 2 verts, pardon. Et à chaque fois que Ruxa, Professeur Patient, arrive sur le champ de bataille ou attaque, renvoyez une carte de créature sans capacité depuis votre cimetière dans votre main. Les créatures sans capacité que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et vous pouvez faire que toutes les créatures sans capacité que vous contrôlez infligent leurs blessures de combat comme si elles n'étaient pas bloquées. Ouais, c'est un bon ours celui-là. Ouais, il est bien lui. Hein. Alors, il est sympa, et surtout, alors je vous avoue que moi, il va complètement rentrer dans le deck Ayula. Hein, derrière, ça va être un nounours de plus, déjà, parce que c'est un bon ours. Et surtout parce que, étant donné que la plupart des ours aussi sont des créatures qui n'ont pas de capacité, du coup, il y aura le boost, on peut en récupérer depuis le cimetière quand il arrive. Voilà, c'est très sympa. Et puis, bon, le côté, on inflige les blessures comme s'il n'était pas bloqué, et là, ouais. C'est pire que le piétinement, hein, c'est vraiment pire que le piétinement. Il y a le Gigantosaurus. Ouais, mais il y en a quelques-uns comme ça qui seront très contents d'avoir Ruxa. Après, voilà, c'est une carte qui est très spécifique. Elle fonctionne très bien avec les jetons, en fait, puisque la plupart du temps, les jetons n'ont pas de capacité, hein, voilà. Donc, oui, c'est intéressant. Moi, je vous avoue que je jouais déjà Pétroglyphe de Murasa, qui est du coup une version enchantement de cette carte-là, enfin au moins du boost. Et là, c'est un peu la même logique, quoi. Donc, les decks jetons l'intégreront, c'est évident. Est-ce qu'on fera un deck jeton mono vert autour ? Oui, pourquoi pas. Ça peut être, du moins Ruxa a le potentiel d'être un excellent deck pour apprendre à quelqu'un comment jouer en commandeur directement, en fait. Parce que tu vois, je me souviens qu'à l'époque, il y avait c'était encore avant les welcome decks, c'était les petits packs nuls qu'ils donnaient là dans les magasins. Ouais. Et le deck vert, je me souviens qu'il y avait énormément de créatures vanilla. Et donc je pense que pour initier quelqu'un à Magic en passant directement par le commandeur, Ruxa peut être un deck assez sympa. Et le design est super sympa. Alors du coup, on a des commandants qui sont dans le deck, qui sont des rééditions, enfin, je sais pas si on peut dire ça pour la première, mais des rééditions du coup d'autres anciens commandants. Il y en a qui peuvent être joués en tant que commandant puisqu'ils ont l'identité colorée qu'il faut, il y en a un non. Et voilà, on va en parler tout de suite, parce que c'est toujours sympa de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le deck en plus, si jamais vous voulez monter d'autres decks avec les cartes dans ce deck-là. La première, c'est Zimone, prodige de Quandrix, dont on ne va pas parler, parce qu'on a déjà parlé dans l'analyse de Strixhaven des commandants. Donc si vous voulez notre avis dessus, qui était très... voilà, je vais résumer ça comme ça. Écoutez, allez voir notre vidéo sur les commandants, hein, voilà, il paraît que c'était sympa. Et on aura tout dit dessus, de toute façon, on aura bien analysé le truc, même si on a dit beaucoup de mais, je pense, de mémoire. Oui. Voilà. Oui. Mais bon, elle est ici. Est-ce qu'elle est synergique avec le commandant ? Pas vraiment. C'est un engin à value, donc ça n'a aucun intérêt avec les jetons, spécifiquement, donc voilà. Non. Bon. Et que ce soit Adrix ou Ezix, hein, elle est pas bien dans les deux cas. La seconde créature légendaire qui est rééditée, c'est Kasseto, Archimage Orochi. Pour un vert et un bleu, c'est une créature serpent et sorcier 2/2. Et elle a pour un vert et un bleu, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Si cette créature est un serpent, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a tout ce côté... imbloquable qui est plutôt sympa, qui rappelle beaucoup le commandant bleu dont on a parlé juste avant, hein, Dika. Après, le +2/+2 pour les serpents, t'es là, ouais mais attends, alors du coup, qui c'est qui est serpent dans les commandants là ? Non ? Est-ce qu'on fait des serpents dans le deck ? Je suis pas sûr, j'ai pas l'impression de ce que j'ai vu. Il semble pas, non. Voilà, donc... Après, honnêtement, Kasseto est un très bon commandant dans son propre deck. Je veux dire, avoir un deck serpent bleu-vert avec Kasseto, c'est un très très bon commandant.
Mais voilà, dans ce deck-ci, je sais pas trop ce qu'il fait à part juste donner un bloquable. Et puis voilà. Bah ouais, il te sert de mana sync en fin de game quand tu as X fractal, XX, voilà. Après, ça sert à passer. Ouais, après je suis pas sûr que ce soit le genre de carte que je vais garder dans le deck, alors que j'essaie de l'améliorer, quoi. Je me dis, si j'essaie de sortir de l'enfer du préconstruit, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un enfer, hein, voilà, mais du monde du préconstruit, eh bien, le Cassetto, je pense que c'est une des premières cartes qui va dégager, parce que je me dis, bah ouais, mais mon but c'est pas de finir en fin de game avec trop de mana à dépenser, toujours pas réussir à gagner, je suis obligé de dépenser dans le Cassetto, quoi. Le suivant, c'est Arashi, le ciel déchiré, qui ne peut pas être joué en commandant, puisqu'il coûte 5 dont 2 verts. C'est une 5/5 esprit qui a une capacité qui coûte X et 1 vert, et en l'engageant, Arashi, le ciel déchiré, inflige X blessure à une créature avec le vol ciblé. Et là, le transfert, donc qui coûte X plus 2 verts, vous vous défaussez d'Arashi, et la capacité, c'est Arashi, le ciel déchiré, inflige X blessure à chaque créature avec le vol. Ouais. Cette réaction. Bah, il est là, quoi. Hein, il est là. Non, plus sérieusement, je pense que la raison principale pour laquelle Arashi est là, c'est parce que le deck a une vraie faiblesse contre ce qui vole. Il a du mal à gérer ce qui vole en face, à cause du choix des créatures qu'il y a dedans et du fait que les fractales, c'est juste des 0-0. Donc ça te donne, entre guillemets, une vrasse à créatures volantes. Mais... c'est un peu la tristesse quand même, parce que dans Quandrix, il y a du bleu. Les créatures avec le vol, ils devraient pouvoir en avoir, donc... Ouais, mais il y en a pas. Ouais. Ou très peu, ou alors, enfin moi du moins, là, que ce soit dans les cartes exclusives ou quand je l'ai joué, il y en a quasiment pas. Il y a Izix. Mais enfin, si t'as Izix, t'as pas envie d'activer Arashi, en fait. Bah ouais, c'est ça aussi. Enfin, de le transférer, après tu peux toujours utiliser sa capacité activée en jeu, mais bon. Oui. Voilà. C'est une créature par tour, quoi. Ouais. Non, ouais, après Arashi, est-ce qu'il vaut un deck? C'est pas une très bonne carte Arashi, en tant que commandant non plus. Bon, voilà. Sauf si vous voulez battre absolument le deck oiseau de quelqu'un de votre playgroup qui est absolument insupportable. On va passer du coup aux nouvelles cartes qui sont imprimées dans le deck, et on commence par le bleu et la perspicacité du commandant. Alors, c'est un éphémère pour X bleu bleu bleu. Un joueur ciblé pioche X cartes, plus une carte supplémentaire pour chaque fois qu'il a lancé un commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Oh, j'aime beaucoup. C'est une bonne carte de pioche. Alors, en éphémère, moi j'adore. C'est toujours la pioche en éphémère, je suis là, ouais, attends, juste avant mon tour, j'avais gardé du mana pour les réponses, j'ai pas eu besoin de ma Cyclonic Rift. Donc du coup, je peux dépenser mon mana dans un sort de pioche. Ça, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment un bon sort de pioche. En plus, on peut faire piocher les adversaires. Et voilà, juste encore une fois, je sais que je parle encore d'elle, mais elle est très présente dans une certaine partie du Commander, s'appelle le Oracle de Tassa, hein, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, pouvoir faire piocher un adversaire en éphémère, je l'ai déjà dit quand on a analysé Strixhaven, hein, mais c'est extrêmement puissant parce que justement, face à ce genre d'effet, en fait, où t'as Tarsa's Oracle qui est en train d'être casté, où la capacité est en train de se résoudre, le mec a fait un Demonic Consultation, il a vidé sa bibliothèque, et en réponse, tu le fais piocher une carte, il a perdu, quoi. Voilà. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup, donc là, le fait d'avoir la flexibilité éphémère, pioche un X, et en plus tu peux cibler un adversaire, c'est quand même génial. Surtout que ça peut ne te coûter que 3 bleus à lancer. Ouais, et puis je pense que il peut y avoir un setup qui existe, bon là j'ai pas la réponse, mais je pense qu'un setup existe où en fait tu peux faire une boucle de cast de ton commandant, et ensuite faire toi-même Commander's Insight et faire Tassa's Oracle derrière. Oui aussi, complètement. De toute façon, il y a la boucle d'Argo qui existe déjà. Oui, donc tu peux faire Dargo Sakashima et... Dargo, Sakashima, et puis, ou alors, je sais pas, Dargo avec un autre commandant bleu, je sais pas. Peu importe. Voilà, enfin, il y en a plein. Tu fais une magnifique boucle, et ensuite derrière tu fais perspicacité du commandant, et t'as gagné la partie, quoi. Donc, de toute façon, il y a des boucles qui existent déjà, on les connaît, des boucles de mana infini, c'est le genre de truc qui va vraiment vous faire win derrière. Donc, vous pouvez contrer Tassa's Oracle, ou alors vous pouvez win avec Tassa's Oracle avec... Tada. La deuxième carte exclusive, c'est la Façonneuse de Curiosité. Un oiseau et sorcier 3/3 pour 4 dont un bleu qui a le vol. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Et à chaque fois qu'un jeton de créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Ça c'est solide, hein. Pouah. Ça va l'air. Les dieux sauterelles, Edric, n'importe quel inséré deck oiseau, c'est un sorcier, donc dans les jeux sorciers. Non, franchement, j'aime beaucoup le design de la carte.
Et puis ce qui est bien, c'est que si vous jouez ça, vous n'êtes pas obligé de jouer Tour du Reliquaire dans votre mana base, et ça c'est beau. Non, mais ouais, le design est cool. J'aime aussi l'idée de la mettre dans les jeux artefacts qui créent des jetons. Tu sais, enfin bon, je pense pas à Breya spécifiquement, mais par exemple, Alela, ça fonctionne plutôt pas mal, hein, parce qu'elle fait des jetons, et du coup, voilà, vous lancez des éphémères, enfin pardon, des sorts d'enchantement et d'artefacts, et derrière, du coup, vous allez créer des jetons. C'est pareil avec tous les trucs qui créent des jetons au moment où tu lances des artefacts. C'est intéressant là-dessus aussi, parce que c'est le genre de plus-value, un petit jeton, tu dis, ouais, c'est toujours défensif et tout. Bah non, là, en plus, ça peut être offensif et te remettre en place la main, quoi. C'est le genre de boucle à value, en fait, qui est plutôt très intéressant dans ce genre de deck. Donc ouais. Tu le mettrais dans Talrand ? Je pense que je le mettrais dans Talrand. J'ai un Talrand, moi, qui est censé être un Talrand à la cool, beaucoup basé sur la pioche, en plus. Hein. Bah voilà. Donc voilà, honnêtement, moi, je le rentrerais dans mon Talrand de pioche. C'est typiquement le genre de deck dans lequel je me dis, bah ouais, c'est parfait. Après, tu veux t'en parler, hein, le dieu sauterelle, c'est quand même celui qui va se gaver le plus avec cette carte. Oui. Voilà. Il doit être presque déçu de pas être dans l'extension, lui. Hein. La prochaine carte, c'est le test inconcevable. C'est un éphémère pour 3 et 2 bleus. Vous choisissez l'un, vous renvoyez tous les jetons de créatures dans les mains de leur propriétaire, ou vous renvoyez toutes les créatures non jetons dans les mains de leur propriétaire. C'est très intéressant, parce que ça me fait penser beaucoup à Crux of Fate, d'une certaine façon, où soit tu détruis tous les dragons, soit tu détruis tous les non-dragons. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. Si tu joues un deck contrôle, tu t'en fous, tu vas juste détruire toutes les créatures non jetons. Enfin, tu vas les renvoyer, pardon. Mais voilà, ça fait perdre du temps, c'est pas pareil qu'une vraie vrasse, mais bon, ça fait perdre énormément de temps, surtout quand t'as des gens qui mettent un setup en place qui est assez lourd. Donc bon, c'est un petit peu sympathique, ouais. Après, renvoyer tous les jetons, techniquement, c'est violent aussi. C'est une brasse, hein. Ah ben, cette carte-là, face au deck Osgir, à mon avis, t'es là, le deck, il doit faire la gueule, hein, sérieusement. Donc, et on va encore le renommer, mais contre les decks du Sauterelle, c'est incroyable. Hein. Ouais. Parce que le test inconcevable, ce qui est bien, c'est que c'est un éphémère. Ouais. Et les poons, mine de rien, bon, on dit tout le temps c'est avec le Nick Rift, mais il n'y a pas énormément de trucs qui renvoient dans la main en éphémère, de masse, j'entends. De masse, non, en effet. Carte suivante, la technique de reproduction. C'est un rituel qui est la démonstration, donc vous savez de quoi on va parler, qui coûte 5, dont un bleu. Démonstration, du coup, c'est quand vous lancez ce sort, vous pouvez le copier. Si vous faites ainsi, choisissez un adversaire pour qu'il le copie lui aussi. Et les joueurs peuvent choisir de nouvelles cibles pour leur copie. Et vous créez un jeton qui est une copie d'un permanent ciblé que vous contrôlez. J'aime définitivement pas démonstration. Bah moi je l'adore, j'avoue. Mais bon. Bah ouais, parce que du coup, celui où tu vas le donner à ton adversaire, il est obligé de copier un truc qui contrôle lui, donc si tu choisis la bonne personne, c'est ok. Et toi, tu pourras en tirer un encore meilleur parti, vu que de toute façon, tu joues un jeu jeton. 5, pour en faire 2, ça me semble un petit peu cher. Pour moi, ça dépend vraiment... Ça va dépendre de ta cible. Ça dépend de ta cible à toi, mais en fait, je pense que quand tu joues technique de reproduction, c'est que ton deck est basé autour du fait que tu vas avoir plusieurs fois un exemplaire d'une même carte. Ouais. Donc ouais, et puis comme tu dis, l'adversaire, tu peux cibler un adversaire qui a peu de permanents, enfin, peu de permanents dans le terrain, parce qu'il pourra toujours copier un de ses terrains. Ce qui est relativement cool d'ailleurs. C'est que tu peux aussi dire, en fait, pour 5, tu rentres 2-2. Enfin bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour 5. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais voilà, mais ça peut être très intéressant, je pense. Après, ce que j'aime bien, c'est que là, contrairement aux autres sorts avec les démonstrations qu'on a vues, enfin surtout le premier, le blanc, que je déteste, définitivement. Ouais. Quand j'ai monté la vidéo, j'étais là, putain, j'en ai pas dit assez. Hein. Alors, je l'ai vu jouer la blanche et c'est... Voilà. Mais ici, on a une sécurité, quoi. Je veux dire, c'est tu crées un jeton qui est une copie d'un permanent ciblé que tu contrôles. L'adversaire, il peut pas dire, ah bah attends, moi aussi je vais copier ta carte et tout. Bah ouais, non, attends, tu vas te calmer, hein. Non, voilà. Non. Là, au moins, c'est uniquement... c'est uniquement qu'on contrôle. Et c'est bien, quoi. C'est bien. Donc du coup, c'est aussi le fait que ça va pas être joué dans les jeux qui jouent beaucoup sur notamment sur le copycat. C'est-à-dire, je vais copier ce que les adversaires font, ou alors j'essaie de voler ce que les adversaires font. Et là, ça va vraiment être basé sur mon deck. J'ai envie d'avoir plusieurs exemplaires de la même carte pour vraiment faire des trucs débiles. Et il y a des situations dans lesquelles, on l'a vu, hein, je veux dire, doublure d'étincelle, quand tu peux avoir plusieurs fois ton commandant, on sait que c'est débile. Quand t'as des clones, généralement, quand tu joues un deck clone, c'est complètement stupide aussi, donc voilà. Le Kraken frayant, c'est une créature Kraken, 6-6 pour 5 et un bleu. À chaque fois qu'un Kraken, un Léviathan, une pieuvre ou un grand serpent que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de créature 9-9 bleu Kraken. Mais qu'est-ce que tu fais là?
Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le deck avec des Kraken ici? Ah non, mais c'est la caution. Ouais, dans chaque édition Commander, il faut un petit peu de plus en plus. Et je pense que d'ici à Ouais. 2 ans, on sera capable de faire un vrai bon gros deck. Non, Bah. en vrai, les decks crustacés cyniques sont déjà très bien. Oui, ils existent déjà et Euh, ils sont puissants relativement. voilà. Donc, ils sont chers. Mais ça, Ils sont c'est un puissants. sacré bon ajout. Ouais, mais j'avoue que ça, c'est quand même le genre de truc où t'es là, bah ton deck, il a un super bon support, parce que derrière... Ouais. Alors, ce qui est quand même dingue en plus, c'est que, enfin, tu as le fait de créer des jetons, donc du coup tu renforces ton board au fur et à mesure qu'il peut attaquer, mais ce qui est quand même dingue, c'est que tes jetons, quand ils infligent des blessures, ils font eux aussi d'autres jetons. Parce que c'est pas marqué non-jeton au niveau des créatures qui infligent des blessures, c'est n'importe Ouais, c'est lequel. vrai. Donc du coup tu crées des kraken qui pourront refaire des kraken derrière. Et puis du coup, t'as moins peur du all-in aussi. Oui, ouais. Parce que du coup, tu vas attaquer le joueur A en ayant. Enfin, t'es le joueur A, tu vas attaquer le joueur B, et du coup, t'auras pas peur de le joueur C en fait. Ouais. Parce que Attends, t'auras un mur quoi. Enfin, Ouais. Ouais, vas-y, essaie non, ouais, de défoncer ma 9-9, il y en a pas beaucoup qui peuvent le faire, donc... après, c'est que des jetons. Voilà, c'est toujours pareil. Et puis maintenant, on a un truc Ça très te bien gère. contre les jetons. Exactement. Dans le même deck. Oh putain, c'est dur. Hein. Exactement. La suivante, c'est la duplication théorique à un éphémère qui coûte 3, dont un bleu. Chaque fois qu'une créature non-jeton arrive sur le champ de bataille sur le contrôle d'un adversaire ce tour-ci, crée un jeton qui est une copie de cette créature. Moi, j'ai lu créer une copie du Dockside extorsionniste ciblé. Non, je pense que c'est la meilleure cible que vous pourrez avoir avec ce sort. J'aime bien. Ça permet de gagner sur des combats d'Oracle de Tassa. Bah, ça permet de copier le Dockside. Ça permet de faire énormément de bêtises, quoi. Bah ça copie les La gros cré- plays adverses, quoi. Je pense que ouais, je pense que le plus compliqué, ça va être de trouver les bonnes cibles chez les autres. Mhm. C'est quand que est-ce là, que je vais utiliser ça, en fait, c'est la grande question. C'est ça. C'est le choix stratégique. Il y aura des moments où ce sera leur gros tour à eux, et vous allez vouloir en faire une copie, et puis si ça se trouve, ça servira à rien parce qu'il vous manque trop de pièces pour le bloquer ou faire quoi que ce soit, quoi. Mhm. C'est une carte qui est très forte, mais dont il faut savoir bien se servir. On passe aux cartes vertes avec le harnais de Fractal. C'est un artefact équipement qui coûte X, 2 incolores et un vert. Quand le harnais de Fractal arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 0-0 verte et bleu Fractal. Mettez-lui X marqueur +1/+1 et attachez-lui le harnais de Fractal. À chaque fois que la créature équipée attaque, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. Équipement 2. Pardon. C'est vraiment... c'est space un peu, hein. C'est un peu space. Ouais. J'aime bien le côté doubler le nombre de marqueurs. Ouais. Après, je pense que ça va arriver très souvent de le jouer juste pour 3 et dire la fractale, on s'en fout. Ouais. Parce que, ben voilà, je veux dire, la fractale, ouais, c'est sympa. Au moins, quand t'as pas de body en fait auquel l'attacher, tu peux dire, bah je paye 1, comme ça c'est une 1-1, ça attaquera, ça sera une 2-2. C'est exactement ça. En fait, la carte est excellente dans les jeux marqueurs +1/+1. C'est tout. Ouais, bah oui, ça va pas plus loin en fait. Après voilà, moi je sais que peut-être que dans les Uri, je la jouerai, ça sera probablement intéressant, et puis voilà quoi. C'est ça, les jeux Atraxa, les jeux Crâne Bruyère, tout ça. Bah, le Ezuri en plus, ce qui est bien, c'est que tu crées quand même la 0-0, elle va mourir derrière, mais du coup t'as une 0-0 qui arrive en jeu, et Ezuri va dire, ah bah tiens, trigger, je vais gagner un marqueur expérience. Ah, tu peux la jouer pour 4, non, sinon pour avoir au moins Oui, une mais on s'en 1-1. fout. Dans tous les cas, ça revient au même quoi. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, c'est une bonne carte quoi. Ouais. Pas non plus un spoiler, mais c'est une bonne carte. La carte suivante, c'est l'amplificateur gardien, un troll et sorcier qui coûte 3 dont inverse, une 2-2 flash. Les créatures commandant que vous contrôlez gagnent +2/+2, et les commandants que vous contrôlez ont la défense talismanique. C'est un contresort. En vert. Non, la carte est très très forte, et c'est tout. Après, c'est pas la première... On commence un peu à avoir un certain cycle de créatures qui renforcent nos commandants. Mhm. Ça avait commencé en blanc avec le +2/+2 indestructible. En rouge, c'était +2/+2 célérité. Et là, c'est +2/+2 et Deftal. Un peu fort quand même de lui donner le flash avec. Au risque de paraître un peu pour un râleur. Mais qu'est-ce que ça fout dans un deck où notre commandant il se protège déjà très bien puisqu'il va boire 2 en fait. Bah ouais, c'est ça la grande question. Pourquoi lui donner la défense talismanique alors qu'il a déjà le ward? T'es là, la parade. Il y a C'est parade, bon. ça coûte déjà 2 de plus. Les gens, ils n'auront pas envie de payer 2 de plus pour se débarrasser de Adrixenev. Ils vont raser le board, tu vois. Ils vont pas s'embêter à essayer de cibler.
Après, par contre, si Je vous pense que switchez, si. que vous passez sur X, oui, mais... Après, je pense que si, en fait. Ils peuvent très bien, à un moment, ils vont se dire, attends, j'ai pas de Rasboard, si j'ai un anti-bet en main et que j'ai du mana disponible, je vais l'utiliser, quoi, voilà. Mais la bonne blague, c'est que vous pouvez attendre, du coup, qu'ils aient payé le coup de parade supplémentaire pour jouer Amplificateur Gardien et dire, eh bah lol, maintenant il y a Défense Talismanique, tu vas faire quoi? Comme ça, du coup, il a quand même payé le mana, et derrière son sort, ah bah, il peut quand même plus le cibler. Ah, c'est génial. Oh là là, mon dieu. La prochaine carte, c'est la zone paradoxale. C'est un enchantement pour 4 et un vert. La zone paradoxale arrive sur le champ de bataille avec un marqueur croissance sur elle. Au début de votre étape de fin, doublez le nombre de marqueurs croissance sur la zone paradoxale. Créez ensuite un jeton de créature 0-0 verte et bleu fractal. Mettez X marqueur +1/+1 sur lui, X étant le nombre de marqueurs croissance sur la zone paradoxale. Ah, Traxa. Eh ben, Je ne sais pas quoi dire là-dessus. ça me rappelle un peu, Ouais. dans un autre truc, ça me rappelle le Assemble the Legion, tu sais, le Ah oui. Assembler la Légion. Qui fait de plus en tout plus de simplement. jetons au fur et à mesure. C'est ça. Ça coûtait Sauf que cher là, en aussi, fait, ça coûtait 5. Ouais. ça coûtait 5 aussi. Mhm. Et c'était en Boros. Et tu mettais un marqueur par tour, et pour chaque marqueur, tu mettais un, je crois. Ouais. Bah là, c'est juste que une fois par tour, tu mets un marqueur, tu la fais grossir. C'est Tu cool. fais une grosse bête. Bah, Ouais, bon, par contre, l'avantage, c'est ultra téléphoné. Hein. Ouais, c'est un truc très... Ouais, c'est basique, quoi. L'avantage, en fait, c'est que, bon... En fait, il arrive sur le champ de bataille, et à la fin du tour, tu sais que tu vas avoir une 2-2, quoi. C'est sympathique. Après, bon, comme j'ai dit, hein, attraque ça. Parce que, bon, t'arrives en fin de tour, tu prolifères, ok, il arrive à 2 marqueurs. Ensuite, du coup, il augmente à 4, donc t'as une 4-4 à la fin du tour. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Après, bon, je sais pas trop. La zone paradoxale, en fait, elle m'inspire pas beaucoup parce que, ben, ça reste juste un jeton, quoi. C'est pas, justement, comme tu disais, le Assemble the Legion qui est un truc qui va faire plusieurs jetons. C'est le go wide, comme tu dis. C'est aller large. Enfin, tu fais plein de créatures. Là, tu vas où? Ouais, et le problème, c'est qu'elle a pas d'évasion, quoi, ta fractale. Bon, après, marqueur bien de plus 1, il y a des trucs qui donnent l'évasion. Oui, je sais, je suis un joueur de Ezuri, je vous rappelle. C'est ok, quoi. Ça va être exploitable hein, dans les decks, c'est évident. On pourra en abuser, mais ça va juste faire des grosses bébêtes, quoi. La carte suivante, dernière carte du vert, c'est le moteur séquentiel. Voilà. C'est un artefact qui coûte 3, dont 1 vert. Ça coûte X plus l'engager pour activer une capacité qui dit exiler une carte de créature ciblée avec une valeur de mana de X d'un cimetière, créer un jeton de créature 0-0 verte et bleu fractal, mettez X marqueur +1/+1 sur lui, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. C'est tellement bizarre comme design pour ce deck, je trouve. D'exiler des créatures de cimetière. C'est pour pouvoir encore faire chier le deck Osgir, je pense, de force à force. Oh, pas que. Ouais. Bon, ouais, c'est mignon. C'est ce que t'attends d'une rare, d'un préco, en fait. Ça casse pas des briques en tout cas. Hein. Ça cassera pas une partie, mais ce sera là, et ça fera des choses. Voilà, je suis un peu... Mais... Bah, je pense que dans le préconstruit, ça a l'air ok, parce que bon, c'est le genre de truc où tu te dis, bah la partie peut être un peu plus longue, donc du coup, exiler les cartes des cimetières, et en plus, toi, récupérer des jetons, c'est sympa, tu peux créer un jeton par tour qui a une... Enfin bon, si t'as le mana, hein, évidemment. Mais voilà, oui, ça peut être intéressant, c'est sympa. Après, je pense qu'en dehors du préconstruit, bah... Voilà. Ouais, bah, c'est ça. Il va falloir trouver les decks dans lesquels t'as envie de le faire, quoi. La prochaine carte, par contre, est vraiment très bien, c'est sursimplifié, c'est un rituel qui coûte 3, un vert et un bleu. Exiler toutes les créatures. Chaque joueur crée un jeton de créature 0-0 verte et bleu fractal et met sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la force totale des créatures qu'il contrôlait qui ont été exilées de cette manière. Non, mais c'est vrai que Renaissance Phyrexian, c'était pas fort, hein. Et puis là, ça exile en plus, hein. Donc c'est vrai qu'on est en bleu-vert. Après tout, le bleu-vert exile les créatures, on est au courant, hein. C'est bien connu. Évidemment. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire, là. Alors, la carte est vraiment forte, comme tu l'as dit. Elle est très forte. Après, bon, du coup, faut gérer les jetons adverses, bien évidemment. Mais généralement, on s'en fout, parce que là, à moins que les adversaires jouent aussi avec les synergies marqueurs +1/+1, ils pourront pas faire grand-chose avec, quoi. Donc, ça risque d'être plus gênant pour eux. Ça exile. Ça, je comprends pas. Comment est-ce qu'en bleu-vert, on peut exiler les créatures, quoi? What? C'est pas le genre de truc que tu fais comme ça facilement. Donc là, une Vrask exile, c'est quand même violent. Hein. Je veux dire, déjà rien qu'en bleu, on a du mal à l'avoir. Ouais, bah il y a plus de limite hein, la puissance des Simic, des Quandrix. Oui, là. Enfin, je pense que les decks bleu-vert vont tous l'intégrer. Je vois pas de raison de pas la mettre en fait.
Ouais. La suivante, c'est le Nexus géométrique, c'est la dernière exclusive du deck, qui coûte 2, dont c'est un artefact, pardon, j'ai oublié de le préciser, et à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un nombre de marqueurs charge égal à la valeur de mana de ce sort sur le Nexus géométrique. Pour 6, et en l'engageant, retirez tous les marqueurs charge du Nexus géométrique, créez un jeton de créature 0-0 verte et bleue fractale, mettez X marqueurs +1/+1 sur lui, X étant le nombre de marqueurs charge retirés de cette manière. Comme le moteur séquentiel. Je sais même pas si l'on le préconstruit, c'est vraiment bon. Non, parce que dans la partie que j'ai vue, c'était en jeu et ça fait rien. Parce que le problème, c'est qu'il faut que tes adversaires... Enfin, il faut que tout le monde, même toi, hein, voilà, ça compte heureusement. Oui. Heureusement que ça compte également pour toi, sinon ce serait une catastrophe. Mais il faut que tu lances des éphémères et des rituels, quoi. Et j'ai pas l'impression que le deck ici ait beaucoup envie d'en lancer, quoi. Donc à un moment, ouais, c'est compliqué, cette histoire. Et puis, 6 mana, quoi, pour faire une bête. Et en plus, tu retires les marqueurs charge que t'as mis précédemment. Tu les gardes pas. Moteur à jetons random. Voilà, c'est un peu ça, le truc. Donc, ouais, bof. Bof. Voilà. Ça, c'est La réaction à la carte. On va du coup passer aux rééditions intéressantes qui sont dans le deck. Et on va commencer par les cartes bleues. Pour commencer, on en a 3. On a Hybridation rapide, Malédiction du pourceau et Rite de duplication. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a 2 des 3. On n'a pas besoin d'en parler plus que ça parce qu'on sait que c'est déjà très fort. C'est Hybridation rapide et Rite de duplication. Première réédition de Rite de duplication depuis Commander 2015. Hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça datait un petit peu. Hein. Ah, donc, ouais, la violence, là. Voilà. Bon, les deux ont tout à fait leur place dans le deck. Vous pouvez changer une de vos fractales nulles pour avoir 2-3-3. Ça, c'est pas mal. Oui, donc pas de non, mais clairement, c'est un anti-bet pour taper une créature, enfin détruire une créature en face, c'est très fort. Rite de duplication, si c'était pas dans le deck de base, on l'aurait mis dans les améliorations. Et par contre, on va parler un petit peu plus de Malédiction du pourceau, parce qu'on n'est pas très d'accord avec Thibaut. Moi, c'est une carte que j'aime bien. C'est une carte que je trouve très forte, parce qu'elle est ultra flexible. C'est pour 3, tu vas enlever une carte, pour 4, t'en enlèves 2, etc. C'est ultra flexible quand on a besoin. Certes, c'est qu'un rituel, et certes, tu laisses un 2-2, mais avoir le privilège d'enlever une créature pour donner un token cochon à ton adversaire, c'est quand même... Ça vaut tout le mana du monde. Voilà. Je suis pas totalement d'accord avec cette carte-là. Elle est bien, mais je vais pas dire le contraire. C'est juste que, personnellement, je préfère les trucs qui coûtent un petit peu moins cher. Notamment parce que, en bleu, on a pas mal de mono-cibles quand même disponibles. Hein. Voilà, on a un exemple juste à côté. Mais, du coup, ouais, non, je peux comprendre tes arguments. Après, ça va dépendre du deck dans lequel je joue, quoi, je pense. Voilà. Surtout que... Enfin, les decks bleus qui vont plus jouer contrôle, t'as pas vraiment envie de laisser un body 2-2 derrière. Mine de rien, c'est quand même assez imposant, j'ai envie de dire. Donc, oui, c'est un cochon, mais il est imposant. Voilà, mais c'est un gros cochon. Les cartes vertes rééditées, on en a 3 qui sont... Hydre avaleuse de mana, maître de couvée hydre et retour du Langue Bestion. Alors, l'hydre avaleuse de mana, si vous ne la connaissez pas, vous avez loupé une partie de votre éducation dans le commandeur. Non, mais oui, c'est une très 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 bonne carte. Hein, c'est une plaie. Voilà, alors, pas rééditée depuis Commander 2016 celle-ci, hein, donc ça date quand même un petit peu. Je me suis dit, bah attends, là, non, pas du tout. Donc oui, c'est une excellente carte du Commander. C'est le genre de truc en fait en multijoueur, alors c'est complètement stupide, ça va très très vite, ça grandit très vite. C'est le genre de truc, tu te dis, pour 3 je pose une 1-1, ouais, les adversaires ils sont là, ouais, bon, on verra pour la gérer un peu plus tard, et en un tour de table c'est déjà une 7-7. Donc, oui, généralement ça fait beaucoup de conneries. La petite vanne, c'est quand même qu'à la base, elle a pas été prévue pour le multijoueur, parce que c'est une carte qui date de Magic Origins. C'est vrai. Et du coup, c'était pas une carte de commandeur, donc voilà. Maître de couvée hydre, bien évidemment, bah, étant donné qu'on aime faire des jetons, bah ici c'est parfait. C'est probablement d'ailleurs l'un des meilleurs créateurs de jetons que je connaisse avec une capacité. Hein. Après, évidemment, c'est pas réutilisable, mais c'est quand même très adaptable et flexible en fonction de la situation, et c'est génial. Et retour du Langue Bestion, alors, ça... Je vais pas dire que ça vient de sortir, parce que ça date d'Eldraine, donc ça commence à dater un petit peu, mais c'est une excellente carte quand même. Hein. C'est une très bonne carte de pioche, et en plus de boost, ça peut être soit un kill, soit de quoi remplir la main. J'aime beaucoup. Elle a su, en fait, au début, elle était un petit peu boudée,
Et maintenant, c'est vrai qu'on la voit de plus en plus dans les listes, et c'est d'autant mieux, puisque de toute façon, enfin, dans tous les cas, ce sera jamais nul, en fait. C'est soit un mauvais overrun, donc ceux qui connaissent pas, c'est un boost pour 5 qui donnait plus rapidement à toutes vos créatures. Ou alors ça fait piocher, donc parmi la plus grande force. Et c'est vrai que dans votre deck, dans ce deck-là, on aura tendance à avoir souvent des créatures très très fortes. On continue avec la révélation chamanique, le cycle alimentaire d'Ezuri et le maître biomancien. Alors, révélation chamanique, je pense qu'elle est quand même assez connue maintenant, mais on va quand même la répéter. C'est un sort qui va vous permettre juste de piocher une carte par créature que vous contrôlez pour 5. Le maître biomancien, je pense que c'est une excellente créature dans le deck, puisqu'elle va booster vos fractales. Et le cycle alimentaire d'Ezuri, apparemment, beaucoup de gens aiment bien la carte. Moi, j'ai un peu de mal avec. Pour être tout à fait franc, je trouve que c'est cher pour ce que ça fait. Même si, bon, voilà, c'est vrai, oui, ça fait une race et ensuite ça laisse des bodies. Mais j'ai un peu plus de réserve sur cette carte-là en tant que bonne carte de réédition. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que le cycle alimentaire des Uri, le truc principal, alors si vous n'êtes pas au courant, il y a une chaîne américaine qui s'appelle Command Zone, qui fait cette émission voilà, indépendante, à petit budget, qui s'appelle Game Nights. Et du coup, on a eu une game durant laquelle... Excusez-moi, j'ai du mal à vendre mes conneries. Mais... Petit budget, quoi. Petit ouais, budget. C'est des petits indépendants. C'est des petits indépendants, ouais. C'est des petits jeunes qui en veulent. Mais du coup, à un moment, on avait eu une game dans laquelle ils avaient joué le cycle alimentaire des Uri, et ça avait fait une race complète avec un board gigantesque derrière. En fait, ce qui est génial, c'est que sur un board de commandeur en général, t'as pas que des grosses bêtes. Bon, à part si t'as un mec qui joue mono vert en face et qui est en train de partir en mode débile, hein. Mais voilà, je veux dire, généralement, t'as un peu de tout. T'as des dorks qui traînent, etc. Et l'avantage, c'est que du coup, le cycle alimentaire des Uri, il va te laisser quand même beaucoup de body, même s'il y en a qui peuvent se fight et perdre, en fait. Et aussi, un autre intérêt, alors du coup, moi, je trouve que cette carte-là, en fait, elle serait intéressante dans un autre deck, c'est le deck Flestrefleur. Parce que du coup, t'as des créatures qui arrivent sur le champ de bataille, mais t'as aussi des créatures qui vont mourir chez toi. Donc, de manière générale, je pense que ça peut être assez intéressant, en fait, d'exploiter ça, en fait, le fait qu'elles vont se fight, parfois perdre, parfois faire du trade, et du coup, bah, tu vas avoir des créatures qui vont mourir. Après, le truc, c'est que le cycle alimentaire des Uri, dans ce deck, avec ce commandant, t'es là, attends, donc ça veut dire que tu vas créer 2 fois le nombre de jetons, et chacune de ces bêtes va se battre contre une créature différente. Donc du coup, t'as une moitié des jetons qui ne peuvent pas se battre, parce que du coup, bah, tous les autres auront déjà été sélectionnés, et le reste va se battre contre les autres créatures. Donc tu auras déjà un cycle de body complet que tu vas garder pour chaque créature sur le board. Donc c'est très intéressant en fait. Les dernières cartes, alors on a un artefact et un terrain, Idole de l'oubli et Novigen, le cœur du progrès. Bon, Idole de l'oubli, j'avoue que quand je l'ai vu dans la decklist, j'étais là, mais oui, évidemment. Voilà, c'est parfait ici. Parce que pouvoir piocher, c'est énorme, hein, voilà. Parce que bon, la deuxième capacité, soyons honnêtes, hein, je pense que depuis qu'elle existe cette carte, quasiment personne ne l'a utilisée à moins de vouloir jouer à une grosse bébête en fin de game. Mais je pense que la première, c'est celle qui intéresse le plus de personnes. Novigen, alors là on est sur la partie marqueur plus 1 du deck, qui est peut-être un petit peu moins bien mise en place, mais voilà. Et honnêtement, je pense que j'ai rarement vu une carte issue du cycle de Ravnica original, donc c'est ces terrains qui avaient des capacités activées colorées. Je pense que c'est probablement celle qui est la plus forte en fait, et la plus flexible, et probablement aussi celle qui était la plus rééditée dans les decks. Parce que bon, les marqueurs plus 1 sur chaque créature qui sont arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci, avec les jetons ça fonctionne bien, c'est cool. Et ça fonctionne bien généralement quand tu joues beaucoup de créatures sur un tour. Donc ouais, c'est très efficace. Ouais, je suis d'accord. C'est les deux cartes, hein, que ce soit l'Idole de l'oubli ou Novigen, sont vraiment d'excellentes inclusions dans le deck. Idole de l'oubli, ça paraît pas, mais vous allez généralement piocher une carte par tour. Et Novigen, bah, ce qui est bien, c'est que la mécanique des jetons est dépendante aussi enfin, la qualité de vos jetons va dépendre du nombre de marqueurs sur elle. Donc en fait, il y a des effets où il y a des tours où je l'ai vu, donc c'est ce qui s'est passé du moins. Quand la personne jouait le deck, il y a des tours, en fait, il avait des effets qui créaient une fractale d'elle-même, et donc du coup, il avait du mana et il savait pas quoi en faire, bah hop, on met un coup de Novigen et puis on rajoute un marqueur en fait. Ouais, ça paraît pas beaucoup, mais mine de rien, c'est assez efficace. Bon, faisons le bilan du deck, un petit peu. Qu'est-ce qu'il a ce deck ?
J'ai l'impression, enfin en plus on vient de donner un magnifique exemple avec les 2 dernières cartes, hein. J'ai l'impression que c'est un deck qui est complètement éclaté parce que d'un côté t'as jetons et t'as des marqueurs aussi qui sont là et tu te dis ouais mais pourquoi? Bah oui parce qu'on fait des fractales. Ouais mais le deck ne fait pas que des fractales aussi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Il a le syndrome du préco qui veut en trop en faire. Il a pardon l'expression, il a le cul entre deux chaises. Il veut à la fois faire beaucoup de tokens de par son commandant et en même temps il veut que ces tokens soient gros. Et donc on se retrouve avec un mix un petit peu étrange sur le choix de certaines cartes. Oh bon, c'est assez étrange la saveur qu'a ce deck, en tout cas. Oui. Je suis pas totalement convaincu par le deck de base, en tout cas. Moi non plus. Du coup, comment qu'on va faire pour améliorer ce deck? Alors du coup, je vous rappelle, hein, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, vous aurez du coup le 20 in, 20 out qui va être posté dès demain sur les réseaux sociaux. Donc alors si vous les avez loupés, vous inquiétez pas, ils seront quelque part. Voilà, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va recadrer le deck vers une stratégie qui est un peu plus claire et que c'est pas uniquement j'essaie de faire 36 choses à la fois pour essayer d'out-value mes adversaires sur le long terme et on verra après ce qui se passe. Donc peut-être recentrer beaucoup sur le commandant principal, hein. Vous voulez dire ok, on veut des jetons efficaces, clac, on va en mettre plein, pam, 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 pam. C'est ça. Voilà. On est resté sur, du moins pour cette version qu'on vous propose, on est resté sur Adrix et Neve. Et spoiler, il y a peut-être Vengeur de Zendikar dedans. Non, c'est vrai. Peut-être. Disons que s'il avait pas été là, ça aurait été bizarre. Donc voilà, ouais. il y aura un Avenger of Zendikar dans l'amélioration. Ok. Et voilà, mais ouais. De toute façon, se baser sur tout ce qui crée pas mal de jetons, ça a l'air quand même très très bien. Donc ouais. Ouais. Ok, on va passer maintenant à notre deuxième deck. Le meilleur. Proclamation de Plume Argent, qui est dirigé par Brina, la démagogue. Alors, c'est un oiseau et psychagogue 1-3 pour 3, dont un blanc et un noir, qui a le vol. Et à chaque fois qu'un joueur attaque un de vos adversaires, si cet adversaire a plus de points de vie qu'un autre de vos adversaires, ce joueur attaquant pioche une carte et vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Alors, on va la refaire en expliquant. Parce qu'il y a beaucoup de texte et je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Donc en gros, s'il y a un joueur, ça peut être vous, ça peut être un de vos adversaires, qui attaque un de vos adversaires à vous, donc voilà, vous êtes joueur A, il y a B, C et D sur la table, le joueur B attaque par exemple le joueur C, si le joueur C a plus de points de vie que un autre adversaire, donc ça peut être que le joueur B ou que le joueur D, et bien derrière, ce joueur, le joueur attaquant, donc B, pioche une carte et met 2 marqueurs et vous mettez 2 marqueurs +1/+1 du coup sur une créature que vous contrôlez. Donc l'avantage c'est que si c'est vous qui attaquez un adversaire qui a plus de points de vie que vos autres adversaires, que l'un de vos autres adversaires, pardon. Donc du coup c'est même pas forcément celui qui a le plus de points de vie que vous allez attaquer, mais celui qui est pas en bas en fait, la liste des points de vie. C'est ça. C'est ça qui est intéressant en fait. On est sur un côté politique un petit peu, mais je vais laisser Emeric développer parce qu'il aime bien le deck, hein, voilà. Oui. Alors, je vais développer surtout parce que j'ai 4 parties maintenant avec le deck. Donc je commence un peu à savoir comment Brina fonctionne. Ce qui est bien, c'est que de toute façon, on va pas y aller par 4 chemins. Le deck elle va être un peu l'arbitre de la table. Il va dire, du moins sorti de la boîte, hein, ça va être non mais attaque là-bas, c'est mieux. Et le truc, c'est que vous allez aussi attaquer là-bas avec. Donc vous pouvez encore être à 40. Il peut y avoir un joueur à 25, un joueur à 28, un joueur à 29. Si vous attaquez 28-29, vous allez quand même avoir l'effet de Brina. Parce qu'il y aura toujours le mec à 25. Ça met en place un rythme un peu étrange. Bon, à un moment, vos adversaires ne seront pas dupes et vous attaqueront quand même, mais ce sera entre guillemets un peu trop tard parce que vous serez déjà derrière votre mur en fait. Et ce qui est autre truc très important, c'est que les 2 marqueurs +1/+1, on les met au moment où on attaque et avant les dégâts. Donc du coup, vous pouvez mettre un boost de dégâts sur une créature qui attaque. J'aime vraiment beaucoup le design. Mais comme dit, rien que là, Thibaut a dû lire la carte et l'expliquer. Et tout le deck, c'est ça en fait. Les cartes, il va falloir les lire une fois et les relire pour vraiment les comprendre, parce que il y en a qui ont des textes un petit peu emmêlés. J'ai l'impression quand même que le deck, le commandant déjà, il est bien orienté. J'aime bien ce design en fait. C'est un design assez original. Original, j'ai envie de dire, ça rappelle beaucoup Edric et en fait tous ces commandants qui disent non mais va attaquer ailleurs pour avoir un bonus. Mais ici c'est un peu plus alambiqué et surtout ça met plutôt que de dire
ok, attaquez-vous entre vous, le plus fort vaincra, presque. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est essayer d'attaquer celui qui a le plus de points de vie, ou une des personnes qui n'a pas le moins de points de vie, je devrais dire plutôt. Puisque le but, ça va être de faire en sorte que celui qui a le moins de points de vie, en fait, s'en sorte plutôt pas mal, quoi. Et que, éventuellement, soit lui qui attaque, etc. C'est un petit peu ce côté vengeance, j'ai l'impression. C'est ah, attends, mais moi j'ai 10 points de vie de moins que toi, donc du coup je vais t'attaquer, je vais piocher une carte, c'est super, et puis voilà. Et c'est un petit peu non, le côté, la revanche de l'underdog, en fait. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Quand j'ai fait mes parties avec, les 3 autres joueurs se mettaient dessus. Ils prenaient même plus attention à moi parce que de toute façon, ils se disaient ouais, mais je pioche une carte si je t'attaque toi, donc pourquoi je t'attaquerai pas? Et si t'attaques toi, celui il gagne rien, quoi. Donc voilà, c'est. Ah oui, c'est ça. Et puis du coup, c'est une escalade un petit peu de ouais, mais tout à l'heure tu m'as attaqué, donc je m'en fiche, je t'attaque. Puis vous êtes là avec votre popcorn invisible et puis vous profitez, quoi. Vous profitez de ce qui se passe. Alors honnêtement, prenez du vrai popcorn, hein, c'est mieux. Alors voilà. Oui. Pas à chaque partie, hein, ça va faire beaucoup quand même. Hein, c'est ça. Mais ouais, il a l'air vraiment très cool comme commandant. J'avoue que là, il y a quelque chose à faire. Le deuxième commandant du deck, c'est Felisa, le croc de plume argent. C'est une créature légendaire vampire et sorcier, 3-2 pour 2, un blanc et un noir. Elle a le vol et elle a mentor, qui dit à chaque fois qu'une cette créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée de force inférieure. Et elle dit, à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, si elle avait des marqueurs sur elle, créez X jetons de créature de 1 blanche et noir encrelin avec le vol engagé. X étant le nombre de marqueurs qu'elle avait sur elle. Oula, la violence. Globalement, ça change tous vos jetons, tous vos créatures non jetons, pardon, en Elenda. C'est très intéressant parce que quand même, il faut rappeler, les encrelins, on le vole. C'est quand même un truc de dingue, donc t'es là, super, j'ai des créatures avec le vol qui arrivent sur le champ de bataille à la place. Honnêtement, on va être très sérieux 2 secondes, c'est un commandant qui est là pour aristocrate. C'est un commandant qui est là pour aristocrate, mais tu vas le jouer en mode aristo, marqueur +1/+1 en fait. Ce qui existe déjà, en soi. Donc, c'est pas une nouveauté en fait, Felisa, finalement. C'est quelque chose qui perpétue une longue tradition, je veux dire, dans une nuance un petit peu plus précise. Mais ça a l'air assez intéressant en fait. Le concept est pas mal. Alors honnêtement, j'ai l'impression que le mentor, tu vas l'utiliser vraiment que une fois de temps en temps, s'il n'y a pas de volant, quoi. Donc voilà, pourquoi ne pas attaquer avec ton commandant au passage, hein. Voilà, c'est ça. Après, il y a tellement de choses qui fonctionnent bien avec Felisa, je pense que ça pourrait être pas mal, quoi. On a des... Enfin, de toute façon, on a déjà des boucles qui existent avec les marqueurs +1/+1, avec les effets à la mort. Je pense bien évidemment à tout ce qui est avec Croisade de Cathar et Lieutenant de Basserie. On a parlé dans l'extension de Shale et Ambrose. Il y a tellement de trucs, en fait. Je pense que le deck Felisa, il est complètement monté, en fait, déjà. On a déjà tous les éléments en fait pour le créer. Ouais. Et puis elle est quand même pas mal non plus dans le deck, hein, voilà, parce qu'il y a quand même une notion de marqueur +1/+1 sur le commandant principal Barina, hein, donc ça a l'air bien. C'est intéressant tout ça. Ouais, la créature est très très forte. Et c'est pas rare que dans une partie... En fait, si vous jouez Brina, le deck Proclamation de Plume Argent sorti de la boîte, vous allez tuer des joueurs avec des encrelins, c'est tout. Il y a peu d'autres moyens, il y en a quand même, notamment un gros dinosaure dont on parlera après. Mais globalement, c'est vos encrelins qui vont vous faire gagner, et on verra pourquoi. Mais voilà. Et ça, c'est un excellent moyen de générer beaucoup d'encrelins, quoi. Le prochain commandant, donc du coup monocolore, celui-ci qui ne peut pas être à la tête du deck, c'est Nils, Argousin de la Discipline, un humain éclair 2/2 pour 3, dont un blanc. Au début de votre étape de fin, pour chaque joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle. Chaque créature avec au moins un marqueur sur elle ne peut pas vous attaquer ou attaquer des planeswalkers que vous contrôlez, à moins que son contrôleur ne paye X, X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Et cette carte a été illustrée par Magali Villeneuve. C'est encore une énorme créature politique, hein, on va pas se le cacher. L'avantage qu'elle a, c'est que vous allez d'un côté offrir des cadeaux aux autres en leur disant non mais regarde, je booste ta créature. Et après, en échange, juste tu m'attaques pas, parce que de toute façon, regarde, ça va te coûter, tu te rends compte, ça va te coûter 3 pour m'attaquer avec, donc ne le fais pas, ça sert à rien. Donc voilà. C'est du pile forte. C'est plus vraiment de la politique à ce stade-là, donc. Si, parce que tu donnes un vrai cadeau. Oui, évidemment. Oui, bien sûr.
J'ai l'impression que c'est aussi un gros pied de nez au deck Quandrix quand même. Hein. Ah bah, t'as des Fraxel avec des marqueurs plus 1 plus 1. Oh bah tiens, alors, c'est marrant. Je sais plus dans quel. Je crois que c'est quand on a parlé du deck Force Sapiens, on parlait des counters à d'autres decks. Ouais. Le deck Plume Argent a des counters pour tous les decks. Mais le problème, c'est que du coup, dans chaque deck, il y a un counter à Plume Argent. Tout ce qui joue avec des marqueurs plus 1, c'est assez fort d'avoir un petit Nils. Un petit Nils dans le tas, on va dire. 8-Beer, on pourrait le mettre dans cette catégorie-là? Oui. Le prochain, c'est Fane, le courtier. C'est une créature légendaire humain et psychagogue 3-3 pour 2 et 1 noir. Engagez, sacrifiez une créature. Mettez 2 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée. Engagez, retirez un marqueur d'une créature que vous contrôlez. Créez un trésor. Engagez, sacrifiez un artefact. Créez un jeton de créature de 1 blanche noire en crelin avec le vol. Et pour 3 et 1 noir, vous pouvez dégager Fane, le courtier. J'aime bien le design en général de la carte. J'avoue que ça sent la toolbox, mais qui est une bonne toolbox pour le deck, et qui serait une bonne toolbox aussi pour les jeux à marqueurs. Alors après, est-ce que Fane, en tant que commandant en solo, ça a l'air vraiment pertinent? Moi, j'ai quand même un petit doute sur, notamment sur le côté sacrifice à artefact et le fait de retirer des marqueurs. Parce que je me dis, ce que j'ai envie, surtout si j'ai envie de créer un jeton trésor, j'ai pas envie d'avoir à d'abord sacrifier une créature, mettre les marqueurs, et le tour suivant, retirer un marqueur, faire un trésor. J'ai envie d'avoir des créatures qui ont directement des marqueurs, en fait. Ça tombe bien que tu en parles, parce qu'il y a pas si longtemps, genre il y a 2 jours, même pas, j'ai fait List Fane, qui est en fait un deck mono noir artefact, avec un petit côté aristocrate, mais bon, vous savez. Et en fait, tu peux faire des boucles assez sympathiques. Enfin, des boucles. C'est pas des boucles pétées, mais tu peux t'amuser avec notamment les créatures qui ont Undying. Ouais. Ah oui, en effet. Et le bâton de mort d'épine qui en fait va dégager ta créature. Oui, complètement. Enfin voilà, il y a des petits trucs à faire. Ça casse pas trop pattes à un canard, mais tu peux faire 3 ou 4 activations de Fane tranquillement dans un tour sans que ça devienne un problème. D'accord. Le commandant réédité, le premier... Alors, il n'y en a pas beaucoup dans ce deck, hein, vraiment. Il n'y en a que 2. Celui-ci ne peut pas être commandant, et tant mieux. C'est Zetalpa, Aube Primordial, une créature légendaire ancêtre et dinosaure, 4-8 pour 8 mana, dont 2 blancs, qui a le vol, la double initiative, la vigilance, le piétinement et l'indestructible. Je donne mon avis tout de suite, j'en ai marre de le voir, mais bon. C'est comme ça. Et moi, je vais faire un coucou et une dédicace à Sharp sur le Discord, qui avait donné son avis sur la présence de Zetalpa et que je trouve ultra pertinent, et donc du coup, je vais être un fervent défenseur de ce truc. En fait, la présence de Zetalpa dans le deck, il faut le voir comme le nouveau joueur de Magic, qui aime bien les couleurs blanc-noir. Il y a le deck Commander qui sort, et il y a sa mamie qui lui offre le deck. Et du coup, le jeune, il est content parce que dedans, il aura une grosse créature qui va taper. Ouais. Et les vieux ont connu le dragon Shivan, aujourd'hui, on a Zetalpa. Il faut la grosse bête, il faut le truc qui, à un moment, attaquera fort. Mine de rien, il y a énormément de mots-clés sur la créature, quoi. Enfin, ok, elle coûte 8. Mais dans une partie de commandeur de préco sortie de la boîte, 8, ça se fait. Hein. Ouais, évidemment. Après, c'est pas la question du coût. Je pense que c'est plutôt le fait que, vu que c'est une créature qui a beaucoup de mots-clés, et il y en a surtout un en particulier qui est extrêmement chiant dans la liste, hein, c'est quand même le côté indestructible. Je veux dire, on l'a jamais assez dit. Indestructible sur un commandant, c'est toujours un truc qui va faire chier tout le monde. Je veux dire, on l'a vu avec les dieux de Terros, hein, ça c'est quelque chose qu'ils ont évité de refaire trop en masse d'ailleurs avec Terros par la mort, ils ont juste mis 7 nouveaux commandants dans l'extension. Donc voilà. Mais je veux dire, c'est quand même une capacité qui est un petit peu chiante à gérer. Surtout que on a pas mal d'anti-bêtes, d'anti-permanents, mais c'est vrai que l'exil de permanents ou de bêtes, on en a, évidemment, mais on en a forcément moins parce qu'ils sont moins intéressants, que parfois ils sont un peu trop chers, pas assez bons en fait, tout simplement. Et du coup, tu te retrouves avec Zetalpa sur le champ de bataille, c'est un peu ce moment fatidique où tu te dis, si j'ai pas la carte pour le gérer, la partie est terminée. Voilà, j'ai 2-3 tours pour le faire, sinon on prend 8 à chaque tour, je prends 8 à chaque tour et je vais mourir, et voilà, c'est fini quoi. C'est un peu ça. Et je pense qu'en tant que joueur de commandeur plus expérimenté, il y en a beaucoup qui s'énervent là-dessus parce que c'est une carte passe-partout, en fait, qui a pas vraiment de synergie avec le deck, à part le fait de gagner des marqueurs supplémentaires, et du coup ça devient complètement con, mais c'est juste un body, en fait, c'est un gros body, et tu fais ce que tu veux avec, c'est tout.
Et la deuxième créature légendaire, c'est Tesa plénipotentiaire de fantôme. C'est une créature légendaire humain et conseiller 4/4 pour 5, un blanc et un noir. Elle a la vigilance et la protection contre les créatures. Et elle dit qu'à chaque fois qu'une créature vous inflige de blessures de combat, détruisez cette créature et créez un jeton de créature 1/1 blanche et noire esprit avec le vol. Je suis pas fan de cette Tesa-là, c'est la Tesa numéro 2. Et je l'ai toujours trouvé extrêmement cher. Sa capacité est ok en fait, parce que ça rappelle un enchantement qui s'appelle No Mercy. Sauf que tu crées un jeton en plus, donc c'est plutôt sympa. Ce côté-là est sympathique, mais en fait je la trouve trop chère, et je vois pas vraiment ce qu'elle vient faire dans le deck ici. C'est la pièce de pile forte ultime, je pense. Ouais. Je suis d'accord avec toi, hein, de toute façon sa place est pas méga justifiée. Mais c'est la pièce de pile forte ultime dans le sens où à partir du moment où elle touche la table, et si tu arrives à la protéger pour une raison XY, ce que tu arriveras à faire de toute façon puisque tu as accès à de bonnes cartes dans le deck, virtuellement personne peut te toucher en fait. Ouais. Et vu que sorti de la boîte, il y a très peu de moyens de mettre des dégâts autres qu'avec des créatures, même le deck Prismari. Du coup, souvent s'ils n'arrivent pas à gérer tes A, bah c'est game en fait. Enfin, tu vas juste attendre et faire ce que tu as à faire de mieux, quoi. Ouais, en effet, c'est comme tu dis, la pièce de pile forte ultime. Les nouvelles cartes de ce deck, du coup, qui nous sont proposées, on a pour commencer le Calligraphe de combat, un oiseau éclair 3/3 pour 4 dont un blanc, qui a le vol, et les encrelins ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer des planeswalkers que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'un joueur attaque un de vos adversaires, ce joueur attaquant crée un jeton de créature 2/1 blanche et noire encrelin avec le vol engagé qui attaque cet adversaire. Bah mine de rien, elle fait énormément de boulot. Bien souvent, vous allez être peut-être un peu réticent à vouloir donner une 2/1 à vos adversaires. Cependant, puisque vous allez avoir au moins un 3/3 vol, puisque le calligraphe est là, bah c'est pas trop gênant. Et en plus, de toute façon, les encrelins que vous donnez, ils peuvent pas vous attaquer. Tant que le calligraphe est là. Mais en général, les gens vont pas vouloir gérer le calligraphe parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils attaquent avec un de vos adversaires, ils vont créer un jeton attaquant avec. L'avantage pour vous aussi, c'est que de toute façon, le jeton sera engagé et attaquant. Donc eux n'auront pas de défense quand ce sera votre tour à vous. Donc la carte est plutôt pas mal. Je trouve que le design, il est intelligent. En effet, c'est quand un joueur attaque, donc pas quand une créature attaque. Donc si vous attaquez un joueur avec 5 créatures, enfin si un adversaire attaque un de vos... Enfin, ou même vous, hein, en fait, parce que ça fonctionne avec vous. Oui. S'il il attaque avec 5 créatures, il gagnera quand même qu'un seul encrelin. Par contre, si jamais il attaque deux de vos adversaires, voilà, puisqu'on va supposer que vous êtes sur une table à 4, bah, techniquement, il fera 2 encrelins, un pour chaque adversaire attaqué, et qui sera du coup attaquant directement ce joueur-là. Voilà. Donc c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant pour vous, finalement. Parce que si on calcule, tu répartis, tu dis, ok, bah, je mets un encrelin chez lui, un encrelin chez lui, un encrelin chez lui. Hop, je pop un encrelin en plus pour chaque adversaire. C'est quand même assez violent, hein. Donc, ouais. Après, moi, j'ai toujours ce côté-là, c'est que je veux bien comprendre que dans un univers de préconstruit, ça fonctionne bien, parce que les gens ont peut-être un peu moins d'anti-bêtes aussi, et qu'ils n'ont pas envie de les dépenser sur un truc qui leur donne un avantage, même si c'est avec un petit drawback, en fait, derrière, où vous pouvez pas t'attaquer avec. Mais je pense que sur une table où les decks ont été construits, Calligraphe de combat, c'est le genre de truc, en fait, où tu sens le deal un peu fumeux, ça va être, ok, bon, je peux pas t'attaquer avec, ben écoute, je vais passer quelques tours à attaquer les adversaires, et ensuite, à un moment, je vais le gérer, et je vais retourner cette force de frappe contre toi. C'est un peu le genre de truc qui est très dangereux, et c'est ça que j'aimais bien, par exemple, sur... comment elle s'appelle encore ? Varchild. Sur Varchild, parce que du coup, au moment où elle meurt, alors elle file des guerriers et tout, enfin des humains, je sais plus comment ils s'appellent, des réfugiés, c'était des réfugiés, c'est ça, et aux adversaires, mais derrière, bah, quand elle quitte le champ de bataille, tu récupères les survivants pour toi. Voilà, donc c'est là, ouais, c'était intéressant, quoi. Mais là, malheureusement, bah, il y a un petit souci là-dessus. Enfin bon, après, c'est mon avis concernant la carte en dehors du préconstruit. Mais je peux concevoir qu'elle est plutôt pas mal, en effet. Après, si tu joues pile forte, ce genre de carte, en fait, c'est le genre de truc où tu vas dire, bah, ok, ils peuvent pas m'attaquer, mais si jamais ils gèrent mon calligraphe de combat, bah, j'ai quand même ma prison fantomale et tout le bazar. Et du coup, bah, ils pourront pas m'attaquer non plus, quoi, en fait, parce qu'ils devront payer beaucoup de mana. Voilà. Mais il faut vraiment le jouer dans ce type de deck-là, je pense, pour que ça soit... que t'aies pas de problème derrière. La prochaine carte, c'est l'Archonte Gardien. C'est une créature Archonte 5/5 avec le vol pour 4 et 2 blancs.
et elle dit au moment où il arrive sur le champ de bataille, choisissez secrètement un adversaire. Révélez le joueur choisi. Vous et un permanent ciblé que vous contrôlez acquérez chacun la protection contre le joueur choisi jusqu'à la fin du tour. N'activez qu'une seule fois. Bof, je suis pas très fan de cette carte. Je pense que en préconstruit, elle doit être cool. Tu me diras si tu l'as joué. Ouais. Mais c'est vraiment le genre de carte, en fait, étonné que c'est une capacité activée en one-shot. C'est là, et puis en plus, il faut supposer quel est l'adversaire en question, et... Non, je suis pas un grand fan, en effet. Après, bon, si tu joues dans un deck Blink, tu peux te dire, ok, je blink la créature pour changer le joueur, etc. Enfin bon. Mais c'est beaucoup de boulot, je trouve, pour un effet de protection en one-shot. Dans les précos, c'est vachement bien parce que tu auras toujours ce tour où tu vas décider d'attaquer effectivement un mec et tu vas te all-in pour pouvoir l'attaquer parce que finalement, il n'y a pas tellement de créatures dans le deck qui sont capables d'attaquer. Et bien souvent, vos créatures volent, donc ça, c'est très cool. Et du coup, si tu joues correctement avec le nom de l'adversaire, et ben, tu vas mettre celui qui serait le plus apte à t'attaquer à un moment. Et du coup, au moment où il va essayer de faire sa contre-bourre, où il va investir des ressources parce que toi, t'es bien protégé, hop, tu fais, ah bah en fait, c'est toi que j'avais choisi, et du coup, ça te protège. Ouais, c'est limité, mais c'est une question de faut le jouer avec le bon timing, quoi. La promesse de fidélité est un rituel qui coûte 5, dont un blanc. Chaque joueur met un marqueur serment sur une créature qu'il contrôle et sacrifie le reste. Aucune de ces créatures ne peut vous attaquer ou attaquer des planeswalkers que vous contrôlez tant qu'elle a un marqueur serment sur elle. J'adore ce design. Et je trouve que cette carte, elle correspond parfaitement à l'esprit du pack. C'est une vrasse. C'est même plus fort qu'une vrasse parce que du coup, on est obligé de sacrifier tout le reste. Mais c'est une excellente arme politique, encore une fois. J'aime beaucoup l'illustration aussi, enfin bon, même le flavor text. Je trouve que tout est super bien fait dans cette carte. Il y a vraiment... honnêtement, je pense que ça va être rentré dans la plupart des decks. Hein. Je me vois pas ne pas la mettre en fait en complément de certaines Vrass plus classiques. Ouais. Surtout que, après, il faut que vous jouiez assez peu de créatures, c'est évident. Hein. Mais par exemple, dans un deck Voltron, c'est parfait. Voilà, je veux dire, ce genre de truc, t'es là... ça tombe bien parce que j'ai généralement qu'une seule créature qui est utile dans mon deck et qui va bourrer. Donc oui, en effet, ça fonctionne très bien. Donc ouais. Puis c'est le sacrifice, quoi. Sacrifice. Ça passe au-dessus de l'indestructible, c'est énorme. La prochaine carte, c'est le Parrain de bourse d'études. C'est une créature humain et conseiller 3-3 pour 3 et un blanc. Quand le Parrain de bourse d'études arrive sur le champ de bataille, chaque joueur qui contrôle moins de terrain que le joueur qui en contrôle le plus charge dans sa bibliothèque un nombre de cartes de terrain de base inférieur ou égal à la différence, met ses cartes sur le champ de bataille engagé, puis mélange. J'aime beaucoup cette carte dans un côté politique, mais je viens de penser à autre chose, une interaction complètement stupide, j'en parlerai un petit peu après, mais donc dans le contexte normal, en dehors de cette interaction complètement débile, c'est quand même une très bonne carte, je trouve. On a un côté politique et un côté group hug. Alors, du coup, j'aime beaucoup le group hug, hein, voilà, vous le savez. Mais c'est vraiment génial parce que ça remet vraiment à niveau tous les joueurs. C'est exactement ce qu'on attend de ce genre de cartes. Après, voilà, il y a 2-3 interactions débiles auxquelles je viens de penser, où tu transformes cette carte de group hug en une carte de stacks assez violente. Je viens de penser à 2 cartes. Il y a le Cérébro-Censeur Avemain, et il y a évidemment, comment elle s'appelle ? J'ai oublié le nom, Agent d'opposition. Parce que, du coup, Agent d'opposition, imaginons que c'est vous qui avez le plus de terrain, et bah du coup, vous allez chercher dans les decks adverses les terrains de base, et vous allez les mettre sur votre champ de bataille, dans chaque deck. Et Cérébro-Censeur Avemain, donc du coup, si c'est quelqu'un d'autre qui en avance, bien évidemment, ça c'est le but, eh bien, les adversaires ne pourront aller chercher que dans les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. Donc, ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup de terrain en 4 cartes. Voilà. Ouais, c'est assez violent. C'est des trucs un petit peu violents. Bah, pareil, t'as avec Ashiok, hein, celui qui empêche les adversaires d'aller chercher dans la bibliothèque. Ouais. T'es là, tu rends la carte complètement asymétrique, donc c'est génial. Mais bon. Voilà, pensez d'abord à la version group hug avant de faire des trucs de con. Group hug c'est cool parce qu'il y a un des decks qui est assez énervé en termes de rampe, dont on n'a pas encore parlé. Donc du coup, si vous êtes malin, vous savez de quel deck on va parler. Et du coup, on faisait une partie où lui était avec quelque chose comme 8 terrains au tour 5, quelque chose comme ça. Okay, et je jouais Brina et j'étais ultra en retard et le joueur à côté de moi était ultra en retard aussi. Et j'ai joué ça, on est tous montés à 8 terrains, je me suis fait des potes pendant au moins 3 tours quoi.
Je pense Parce que que ça bah a ouais, ce mais grâce côté, à toi, hein. je suis allé chercher des terrains. Bah oui. Bah ouais, mais c'est... Parce qu'en plus, offrir des terrains aux adversaires, t'es là, mais c'est un truc... les gars, ils sont super contents, hein. Ouais. Ouais. Et en plus, t'as pas de contrepartie, c'est-à-dire c'est pas une la carte avec l'offre tentante, C'est ça. voilà, où toi tu vas en chercher forcément plus si eux vont chercher. Non, là c'est tout le monde, on est tous pareils. Et surtout, il y a ce côté aussi où comment dire, c'est un peu l'union des plus faibles contre le plus fort. C'est un peu... Ouais. On a la bourre sur le mana. Putain, attends, je vais jouer ça. Il va voir. Il est rampé à 10 terrains au tour 5. Eh ben, écoute, tiens, je vais jouer ça, y a pas de problème. Et puis bam, et tu joues ça, tout le monde monte à 10 terrains, et là c'est... Ok, maintenant que c'est fait, il va prendre cher. Bah, il a voulu prendre de l'avance, Voilà, c'est ça. on va le calmer, quoi. Alors, encore une fois, je ne dirai jamais assez, mais le blanc est en train de remonter au niveau rampe, et surtout au niveau... Je vais niquer celui qui a voulu prendre de l'avance, je vous jure, on est vraiment sur une très bonne période du blanc. Voilà. Mais... Et en plus, là, il ramène des copains, quoi. Il dit, ok, les adversaires, maintenant, c'est mes potes. C'est ça. Donc bon, j'adore. L'auteur d'ombre, c'est une ombre psychagogue. Voilà, il y a carrément des ombres qui font des trucs maintenant. Et il coûte 5, dont un noir, c'est une 3-3, et quand il arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes des cimetières de tous les adversaires. Choisissez une carte non-terrain exilée de cette manière, vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Plein de trucs à dire sur cette carte. 1, c'est le counter au deck Fleur et au deck Force Sapiens. Bim. 2, elle a la meilleure phrase qui est « Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée ». Et 3, elle a l'autre meilleure phrase qui dit « Vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort ». C'est trop bien. Ça coûte peut-être 5, mais c'est pas grave, en fait. Bah, c'est une carte Parce que tu vas que peut-être vous jouer allez en le plus en garder, game. Ouais, et puis le cimetière, tu vas le garder, le tien. Bah ouais, Donc, ouais. C'est assez violent, je trouve, hein, comme carte. Ouais. C'est super intéressant, c'est un peu le Gonti du cimetière, en fait, de la même façon. Sauf que t'as ce côté où t'exiles tout, quoi. Enfin, c'est pas tu choisis une carte et tu pourras la rejouer ensuite. Non, t'exiles tous les cimetières, quoi. C'est vraiment Et génial. après, tu choisis une carte. Et après, tu choisis une carte. Oh. Mais voilà, j'aime beaucoup cette carte. Très bon design, encore une fois, et vraiment, vraiment cool. Ensuite, nous avons la plagiaire audacieuse, une créature vampire et gredin 2-2 pour 4, enfin pour 3 et un noir, avec le flash, qui dit « À chaque fois qu'un adversaire met au moins un marqueur sur une créature qu'il contrôle, il met le même nombre et les mêmes sortes de marqueurs sur la plagiaire audacieuse. » Cette carte est le counter au deck Quandrix. Ouais, c'est pas mal non plus, ça. C'est encore un counter pour le deck Quandrix. Après, ça contrecarre pas le deck Quandrix, ça fait juste... Non. Attends, tu fais un truc, moi aussi. Donc voilà. Ouais. Mais... Et, ouais, c'est pas mal, hein. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est que c'est les mêmes sortes de marqueurs. Donc vous prenez aussi les marqueurs vol, les marqueurs capacité. Par contre, vous prenez aussi les marqueurs -1, donc attention. Après, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas toi qui mets les marqueurs, c'est l'adversaire qui met les marqueurs. Ouais. Donc il y a aussi... je sais pas comment c'est faisable en fait, mais visiblement il doit peut-être avoir un truc à exploiter avec. J'ai pas tout de suite la notion de qu'est-ce que ça peut changer, mais on verra bien. La carte suivante, c'est la rhétorique rusée. Un enchantement qui coûte 3, dont un noir. Chaque fois qu'un adversaire vous attaque ou attaque au moins un Planeswalker que vous contrôlez, exilez la carte dessus de la bibliothèque de ce joueur. Vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. C'est un peu la cerise sur la cerise qui est sur le gâteau, en fait, ce truc. Parce que il y avait déjà assez d'arguments, il y a déjà énormément d'arguments dans le deck pour qu'on vous attaque pas. Là, c'en est encore un, quoi. T'es sûr que tu veux m'attaquer? D'accord, ok, bah alors donne-moi la carte du dessus de ton deck. Et ça a les deux meilleures phrases, c'est vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle est exilée, et tu peux dépenser n'importe quel mana pour la lancer. C'est fort, hein. Mais Gonti, là, va se gaver, il va dire « Attends, j'ai plein de copains avec qui faire la fête, maintenant !» Ah ouais, mais Gonti, c'est la fête à Gonti, là. Hein. C'est la fête à Gonti, il est content, là. On va lui mettre un petit chapeau et tout, voilà, des petits cotillons, et puis, poup, il est parti. De belle-mère. Ah ouais, non, mais c'est... Et la seule fois où j'ai joué la carte, bah en fait, plus personne voulait m'attaquer, quoi. Bah non, t'as pas envie de filer tes cartes. Bah déjà, parce que s'ils m'attaquaient moi, je leur prenais une carte, mais c'est surtout que s'ils attaquaient les autres, ils piochaient, donc...
Bah ouais. En fait, à un moment, quand tu dis « Ok, m'attaquez pas, sinon vous allez en chier, et en plus vous attaquez les adversaires et vous avez un bonus », les gars ils vont se dire « Bah écoute, je vais aller ailleurs alors, hein, y a pas de problème. » La prochaine carte, c'est la technique d'incarnation. C'est un rituel pour 4 et un noir qui a la démonstration. Donc quand vous lancez ce sort, vous pouvez le copier. Si vous faites ainsi, choisissez un adversaire pour qu'il le copie aussi. Meulez 5 cartes, puis renvoyez une carte de créature sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Ok, alors les decks réanimateurs, ils doivent être contents. Encore une fois, la démonstration, ça va être assez technique, je pense, à gérer, mais... Enfin, Ouais. technique, mais il y a un truc très simple. Hein. Est-ce que mon adversaire joue beaucoup de créatures dans son deck? Non, c'est lui que je vais cibler. Voilà, je vais lui filer une copie, y a pas de problème. Voilà, donc c'est exactement la façon de le jouer. Ce qui est cool, c'est que c'est un moyen de s'auto-meule, ce qui est quand même pas mal. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas de créatures au cimetière actuellement, vous pouvez avoir des bodies, et surtout vous pouvez avoir de très gros bodies qui partent au cimetière. Et c'est quand même génial en fait, moi je le trouve vraiment sympa en fait celui-là. Ouais, elle est cool. Pour l'avoir joué, bien évidemment, comme tu l'as dit, hein, vous nommez le deck qui a le moins de créatures à votre table. Spoiler, souvent ce sera Prismari. Lol. Et vous en tirez quelque chose. Le truc, c'est que dans le deck, il n'y a pas tellement de créatures que ça, mine de rien. Et du coup, tu te retrouves bien souvent à te dire, en fait, je vais peut-être aider quelqu'un plutôt. C'est ce que j'ai fait une fois où j'ai joué technique d'incarnation pour aider quelqu'un, pour lui donner une carte. À réanimer, parce qu'il était en retard, etc. Et que j'avais besoin qu'il soit en vie, surtout. Pour continuer à ce qui est un adversaire avec le moins de points de vie, etc. La dueliste passionnée, un humain et sorcier 2-2 pour 2 dont un noir. Au début de votre entretien, un adversaire ciblé et vous révélez chacun la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous perdez chacun un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de la carte révélée par l'autre joueur. Vous mettez chacun la carte que vous avez révélée dans votre main. C'est trop bien. C'est un double Bob. Donc pour ceux qui connaissent pas, Bob c'est l'obscur confident. C'est une très vieille carte maintenant. Qui dit qu'au début de votre entretien, vous pouvez piocher une carte en plus, mais vous perdez un nombre de points de vie égal au coût de mana. Là, ce qui est bien... Alors, petit tricks, si vous jouez les précos, ne ciblez jamais le joueur Prismari, parce que du coup, vous prenez beaucoup trop de dégâts pour rien, ça m'est arrivé. Ouais. Et l'avantage, en fait, c'est que du coup, au début, j'avais mal lu la carte. Je pensais que c'était... On révélait chacun, et on prenait le CCM, enfin la valeur de mana de notre carte, et on la mettait dans notre main. Sauf que non. Mais en fait, c'est l'autre qui prend. Ouais. Et donc du coup, c'est vachement plus intéressant. Et ça justifie la présence de trucs comme Zetalpa, ou par exemple, ou l'Archonte Gardien, qui en fait va mettre des dégâts, des 6-8 dégâts, quoi. Bon, des fois, bien souvent, c'est aussi 0, et en fait, du coup, la personne que vous avez choisie est contente, parce qu'eux aussi, ils ont gagné un terrain dans le process, donc ça leur va. Mais voilà, en fait, vous faites des trous chez les adversaires avec leurs points de vie, mais en échange, vous leur donnez des cartes, donc ils sont contents. Très intriguant comme carte, Ouais. Je trouve ça assez bizarre, en effet, si ça avait été juste un Bob pour 2 joueurs, j'aurais dit ouais, bon, ça va, c'est facile à jouer. Mais là, le fait que t'infliges les blessures à l'autre joueur, c'est étrange en fait, faut vraiment maîtriser à fond son deck et se dire ouais, bah j'ai moyen de vraiment faire beaucoup de dégâts, probablement beaucoup de contrôle dessus de bibliothèque qui pourrait être sympa avec. Donc, ouais. Je me pose beaucoup de questions sur cette carte, mais il y a des choses à faire, c'est sûr. L'étude piquante, qui est un éphémère pour 4 et un noir, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie. X étant la valeur de mana d'un commandant que vous possédez sur le champ de bataille ou dans la zone de commandement. Vilis. Ouais, clairement. Hein. Vilis, Krieg, tous ces commandants mono noirs qui se fichent royalement de votre total de points de vie et qui disent juste pioche. Ouais. C'est complètement ce que t'as envie. Vilis, c'est vraiment fort par contre. Hein. Ouais, dans Vilis, c'est extrêmement fort. En plus, c'est en éphémère. Enfin, faut quand même le préciser. C'est un éphémère qui fait piocher. C'est énorme. Hein. Donc... Et le commandant a même pas besoin d'être là. Ouais, le commandant a même pas besoin d'être là. Donc bon, Vilis, t'as envie qu'il soit là, évidemment. Mais pour rappel, quand même, pour 4 mana, on avait des rituels qui faisaient piocher 3, perdre 3. Là, c'est en éphémère, t'as pour 5, tu vas perdre autant que la valeur de mana de ton commandant. Donc évidemment, t'as envie de jouer un commandant qui coûte assez cher. Mais voilà, faut faire gaffe aussi, hein, bien sûr. Je pense que de toute façon, à partir du moment où tu joues un commandant qui coûte 6 mana, étude piquante va être intéressante. Mais je trouve ça un petit peu limité, parce qu'en fait, finalement, pour tous ceux qui ont tendance à jouer à des commandants peu chers, ce qui est quand même une sacrée tendance dans le commandeur actuellement, je trouve que étude piquante, ça va pas être un truc intéressant, en fait.
Je veux dire, si tu joues un commandant qui coûte 3, t'es là, bah pour 5 mana, je vais pas piocher 3 et perdre 3 en éphémère. Je vais juste jouer autre chose qui me fera piocher plus, ou qui coûtera moins cher, et c'est tout. Voilà. Donc, c'est assez intéressant pour... je pense qu'à partir du moment où ton commandant coûte 4, c'est ok. C'est une carte qui sera bien. En dessous, non. Le bouclier d'encre, un éphémère qui coûte 5, dont un blanc et un noir. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient vous être infligées ce tour-ci. Pour chaque une blessure prévenue de cette manière, créez un jeton de créature de 1 blanche et noir en crelin avec le vol. Quand la carte avait été révélée, on l'a trouvée forte sur le papier. Et en pratique, c'est encore plus fort. C'est absolument incroyable comme cette carte est forte. Plusieurs choses. La première, c'est que du coup, vous êtes moins frileux à faire un all-in avec vos premiers encrelins que vous avez fait avec Felisa juste avant. La deuxième, c'est que quand les gens vont vouloir vous attaquer, ils vont investir énormément de ressources. Donc, généralement, l'attaque qu'ils vont envoyer vers vous va en valoir la peine. Moi, je me suis fait attaquer avec une armée de... C'était quoi le petit en triplette du deck Force Sapiens. Il en avait 2 qui m'ont attaqué. Donc ça faisait 18 de dégâts. Donc j'étais bien content d'avoir mon Wing Shield à ce moment-là. Enfin, mon bouclier d'encre, pardon. Vous voyez, c'est tout. C'est une carte avec un timing qui est super intéressant. C'est une carte qui va littéralement renverser la partie pour vous, puisque généralement après, vos adversaires seront all tap. Du moins, ils auront moins de défense. Et surtout, il faut pas oublier un truc, c'est que les encrelins ont le vol. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. On parlait tout à l'heure du deck Quandrix. Le deck Quandrix contre une armée d'encrelins, il fait pas grand-chose. Voire, il fait rien du tout, quoi. Ouais. Parce que le truc, c'est que le seul truc qu'il peut faire, c'est renvoyer les tokens dans la main. Le problème, c'est que il a aussi énormément de jetons. Ouais. Donc, voilà. Bouclier d'encre, très bonne carte. Je suis assez d'accord, honnêtement. Ça me faisait beaucoup penser à Deflecting Palm, en fait, qui était... je sais plus comment ça s'appelle en français, mais en gros c'était vraiment je préviens les blessures et je les renvoie dans la tronche du contrôleur de la source de ces blessures là. Et t'es là, ça coûtait que un blanc et un rouge par contre, hein. Mais là on n'est pas pareil, c'est pas juste je renvoie les blessures, c'est pour chaque une blessure je vais créer une 2-1. Donc en fait t'as un taux de 2 pour 1 en fait, qui est super intéressant parce que ok j'attaque pour 20, ok je vais mettre pour 40 de patates en vol quoi. C'est énorme, et je préviens les blessures bien évidemment. Donc le rapport de toute façon entre cette carte-là et Deflecting Palm, on est du simple au double, hein, c'est énorme. La dernière carte exclusive, c'est le Contrat Séduisant. C'est un artefact qui coûte 4 et qui dit « Au début de votre entretien, chaque adversaire peut créer un jeton trésor. Pour chaque adversaire qui fait ainsi, vous créez un jeton trésor. » Mais tiens, mais ça me rappelle quelque chose, ça? Ah bon? Ça me rappelle un certain rituel avec l'offre tentant dont on a parlé tout à l'heure, hein. Ouais, c'est exactement pareil, sauf que là c'est des jetons. Mais ça peut être cool. Le deck Quandrix par contre, non. Non, pas de deck Quandrix en face. Avec le commandant Quandrix, oui. Du coup il crée 2 jetons quoi. Voilà, lui il faisait 2, quand c'est vrai que du coup, anecdote de partie, il y a tout le temps un joueur qui est en retard. Donc il va prendre à chaque fois le trésor. Et s'il y a le joueur Quandrix, il va prendre le trésor. Parce que lui, il s'en fiche, il en fera 2. Mais vous aussi, vous en ferez au moins 1, donc c'est pas très grave. C'est intéressant, quoi. Après, voilà, je suis pas un grand fan non plus, mais c'est sympa. Voilà, c'est sympathique. Moi, maintenant, le seul truc que je veux, c'est je veux la carte d'Irigal, agent comptable démoniaque. Je veux voir ce que c'est comme créature, parce que c'est incroyable. Alors, les rééditions, du coup, dans ce deck des plumes argent, mais il y en a pas mal, hein, intéressantes. On va commencer avec les 3 premières, Batailleur de Boré, Léonine en chasse et Écuyère dévouée. Alors, Batailleur de Boré, lui, il est vraiment là. Il y a plusieurs cartes, en fait, c'était pour évoquer ça, hein, qui vont vous chercher le terrain et qui les mettent sur le champ de bataille. Évidemment, toujours pareil, si jamais vous êtes en retard, etc. C'est la manière classique du blanc de le faire. Mais là, ils en ont mis beaucoup, dont le Batailleur de Boré, que j'aime beaucoup, parce que lui, il fonctionne, en fait, au moment où il quitte le champ de bataille. Ce qui est un petit peu, c'est un petit peu bizarre, mais ça fonctionne plutôt bien. La Léonine en chasse, un petit peu la même manière que l'Archon dont on parlait tout à l'heure. Pareil, voilà, c'est un système avec le fait de deviner qui est-ce qui va essayer de vous attaquer le premier, en fait, un petit peu, et de vous faire du mal. Voilà. Et l'Écuyère dévouée, c'est une excellente carte, qui était de Commandeur 2016 à la base, il me semble, et qui était juste un énorme spoiler, en fait, à l'époque.
et qui le reste encore aujourd'hui, hein, je trouve, voilà, parce que c'est un peu la manière justement du bouclier d'angle dont on parlait juste avant, c'est une grosse protection sur une grosse phase d'attaque, et puis derrière elle gagne plein de marqueurs, elle est super contente, et ça a l'air de bien fonctionner avec notre commandant alternatif là, hein, Félissa. Ouais, c'est... Je m'étais retrouvé à... J'avais oublié l'existence de cette carte. Je vois l'image, hein. L'image je savais ce que c'était, mais je savais plus ce que ça faisait, et en lisant la carte j'ai fait, non attends, ça fait vraiment ça? Et pareil, un peu à la Ink Shield, j'ai fait ouais, vas-y, bah, d'accord, bah, là je vais prendre, et puis je fais ah bah non. Les 3 prochaines cartes, c'est la Muse Née des Vents, Ensemble pour toujours et l'Héritage de Dueliste. Bon, Muse Née des Vents, hein, plus besoin de présenter ça, excellente carte pour se protéger. Ensemble pour toujours et Héritage de Dueliste, ce sont 2 bonnes cartes politiques aussi. Héritage de Dueliste parce que vous pouvez juste donner à double initiative à une créature attaquante à chaque combat. Donc, si vous voulez vous faire un copain en disant non mais tiens, t'as ton titan triplet là, je vais lui donner double initiative aussi, c'est pas trop mal, mais tu m'attaques pas moi, hein, t'attaques là-bas. T'es même pas obligé de négocier, hein, tu peux juste le dire et puis voilà, comme ça l'adversaire il prend plus de blessures et let's go. Et Ensemble pour toujours, alors c'est la 2e fois en 1 an qu'on l'a, donc je suis assez content parce que la carte est plutôt pas mal. Vous allez avoir tendance à mettre beaucoup de marqueurs +1/+1 sur vos créatures quand on va vous à cause de l'effet de Brina. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec Ensemble pour toujours, pour un incolore, si jamais votre créature devrait mourir, eh bien, elle reviendra dans votre main. Alors, les 3 cartes suivantes, on a Oblation, Arrogance Tragique et Régente Porte-Mort. Il y a du classique là-dedans, hein, il y a du classique. Ouais. Alors, l'Oblation étant un des rares sorts blancs qui peut gérer notamment l'indestructible en dehors de l'exil, qui est quand même assez stupide, donc... en fait, c'est distorsion chaotique, en fait. C'est le... Ouais. C'est Chaos Warp, et c'est exactement pareil, sauf que tu lui donnes un avantage en faisant piocher 2, voilà, c'est pas mal. L'arrogance tragique, alors moi je l'adore, parce que honnêtement, c'est l'une des meilleures Vras qui existent, puisque c'est une Vras sélective, où c'est vous qui choisissez, parmi chaque type de permanent, en fait, les permanents qui vont être gardés, et ensuite le reste est sacrifié. Donc encore une fois, c'est du sacrifice, c'est énorme, et c'est vous qui sélectionnez. Voilà, c'est le mythe de Snapdax, mais en mono blanc. Voilà. Et la Régente Porte-Mort, je pense que c'est quand même une créature qui est quand même pas mal jouée, qui a été beaucoup distribuée aussi, c'était une promo qui a inondé le marché à l'époque. Mais voilà, le fait d'avoir une Vras sur une créature au moment où elle arrive en jeu, qui est honnêtement très facile à déclencher, hein, 5 créatures sur le champ de bataille en dehors d'elle, t'es là, bah oui, facile quoi, avec 4 joueurs, il faut pas grand chose quoi. Donc ouais, une très bonne carte aussi, et puis vous gardez un bon body derrière quoi. Les 3 cartes suivantes, c'est l'Offrande Infernale, le Noble Féal de Porte-Mort et la Magistère de la Valeur. Alors, c'est 3 cartes qui sont pas super connues. L'Offrande Infernale, l'avantage, c'est que du coup, ça offre 2 cadeaux à des joueurs. Mais ce qui est bien, c'est que... Et à vous. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé que ce soit le même joueur. Donc ça, super. Ouais. Le Noble Féal de Porte-Mort, c'est le truc qui fait que vos encrelins vont passer de dangereux à mortels. Puisque ce seront des 4-3 qui volent. Et surtout, si vous lancez des sorts de 2 couleurs, vous détruisez des créatures qui sont un peu gênantes, par exemple les volants en face. Et la Magistère de la Valeur, qui était une carte de Conspiracy 1, donc si vous connaissez pas et que vous avez jamais vu, c'est normal. C'est une pure carte de politique, puisqu'elle te propose de voter pour soit on ramène toutes les créatures du cimetière en jeu, soit on détruit toutes les créatures, sachant que si le vote est égalité, toutes les créatures sont détruites. Donc, carte politique parfaite. Et enfin, les 3 dernières cartes, on a le Glas des Consignataires, la Destruction Totale et Mikokoro, Centre de la Mer. Alors, Glas des Consignataires, une carte qui a été rééditée dans les Guild Kits d'ailleurs, qui était très intéressante. Ouais. C'est un truc vraiment de late game, hein, on va l'avouer, pour faire de la réanimation en boucle. C'est sympathique, mais l'avantage c'est que ça va dans n'importe quel cimetière aussi pour réanimer, donc ça peut vraiment être un peu débile là aussi. Voilà. La Destruction Totale, bon, alors, aujourd'hui on a plein de trucs qui permettent de détruire ou d'exiler des permanents. Non-terrain, bien évidemment. Et Destruction Totale, c'était un petit peu le premier gros truc super flexible qui a été sorti comme ça, ce premier gros spell en éphémère. Et c'est un peu l'ancêtre de tout ça, bon, même s'il est pas si vieux que ça. Il y avait Vindicate avant. Voilà, il y avait Vindicate avant, mais ça détruisait, ça n'exilait pas, voilà. Et c'était un rituel. Voilà, donc ici, Destruction Totale, c'est la version originale, la plus flexible en fait, mine de rien, même si elle coûte un peu plus cher que les autres. Et Mikokoro, bah évidemment, vu qu'on joue un deck politique, bah pourquoi pas mettre un petit peu de group hug en faisant piocher tous les joueurs. Voilà, c'est une bonne réédition sympathique dans ce deck. Parlons du bilan du deck. Qu'est-ce qu'on pense de ce deck ? Bah, c'est un deck qui est
ultra politique. Ça, on va pas se le mentir. Et que, enfin, vous, votre but, ça va être d'être l'arbitre de la partie. Ça va être d'envoyer les autres se taper entre eux. Et vous allez sortir votre vrai ou votre faux paquet de popcorn, regarder ça et en tirer un avantage. Que ce soit sous forme de pioche, que ce soit sous forme de... Si vous m'attaquez moi, vous prendrez plus cher, donc allez ailleurs, vous avez tout intérêt à y aller. Et voilà. Le truc, c'est que, par contre, le deck demande énormément de maîtrise. C'est pas un deck qui est facile à prendre en main. J'irai pas jusqu'à le déconseiller aux nouveaux joueurs, mais de bien se renseigner sur ce que font les cartes. Et une carte qui, de premier abord, peut sembler moyenne, mais en fait, elle a un potentiel qui est quand même assez intéressant. Moi, je serais plutôt d'avis de le déconseiller aux nouveaux joueurs pour une raison très simple. C'est que la prise de décision sur ce genre de deck très politique, elle est importante. Le souci, c'est que prendre une décision en commandeur, ça inclut également d'avoir un maximum d'informations et de savoir dans quel environnement on évolue. Et malheureusement, quand vous tombez contre d'autres joueurs, d'autres decks, et que vous vous dites « Bah écoute, je sais pas ce que peut faire le deck autour de ce commandant-là, je sais pas comment il fonctionne, je sais pas si je vais lui filer un avantage en faisant ce truc-là, et en l'incitant à faire ça, en lui faisant piocher des cartes en plus, en lui donnant des créatures en plus. » Donc j'ai l'impression en fait qu'on prend un risque énorme si on commence à jouer ce deck politique, sans savoir en fait dans quel milieu on atterrit. C'est plus ça le risque. Je pense pas que le risque ce soit de mal jouer le deck, c'est plutôt de mal jouer la partie, en fait. Et de mal jouer au niveau de qui est-ce qui est menaçant, qui est-ce qui profitera trop de ce que je peux lui offrir. Voilà. Donc, c'est peut-être c'est plus un manque de connaissance sur la structure du format qui m'inciterait à ne pas le conseiller aux nouveaux joueurs. Sauf si vous savez déjà tout et que vous avez regardé toutes les vidéos de la tour de commandement et que vous êtes paré pour jouer, hein, évidemment. Là c'est bon, hein, vous savez tout, vous maîtrisez tout. Et sinon, du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce deck, comme on va le faire dans le 20 in, 20 out? Ben, du coup, on a décidé de proposer encore plus de politique et plus de gestion. Et un petit peu de cartes de pilo forte par-ci par-là pour encore mieux se protéger des éventuelles personnes qui seraient assez sottes pour vouloir vous attaquer. Voilà. La dissuasion maximale, c'est ça le but du deck. Ah ouais, mais en fait, on donne encore plus d'arguments pour m'attaquer pas moi, ça sert à rien. Hein. Ça a l'air assez logique, en effet. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est... En fait, j'ai l'impression quand même que ce deck, il est ultra bien structuré, qu'il lui manque que quelques pièces quand même pour fonctionner. Hein. C'est pour être vraiment au top. Donc, ouais. C'est intéressant. C'est un deck qui va dans une direction qu'on a peu vu en blanc-noir, hein, finalement. Parce que les commandants qu'on rencontre généralement, bah en blanc-noir, bon voilà, Aristo et tout le bordel, hein. Mais les commandants qui font ça, en fait, qui font de la politique ou juste aller voir ailleurs, on vous donne des avantages, on fait du pilo forte, c'est pas tellement au blanc-noir qu'on les trouve, quoi, c'est dans d'autres couleurs. Bon, du coup, on est arrivé au bout de ces deux decks, il n'en reste plus qu'un, qu'il faudra aborder dans la prochaine vidéo, et bah, j'espère que ça vous a plu cette analyse, et que vous avez beaucoup de choses à dire et d'anecdotes à nous raconter sur les parties que vous avez déjà pu jouer avec ces deux decks, Plume Argent et Quandrix. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout et vous dites « il raconte n'importe quoi !» Ça arrive des fois, qu'on raconte n'importe quoi ou que vous soyez pas content, ça arrive souvent. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus et à nous parler un petit peu de vos games avec ces decks-là préconstruits sortis de la boîte. Et sur ce, bah du coup on se dit à la prochaine et salut à tous, bye bye. Salut!